Peux-tu me dire tout ce que tu as réussi à soigner grâce au régime cétogène? Je pense qu'un des principaux, c'est quand même les effets sur mes petits troubles alimentaires. L'énergie constante et plus le besoin de devoir manger, avant je mangeais 6 fois par jour quasi. Je voyais plus les choses en négativement que positivement, de manière générale et maintenant c'est tout l'inverse. Donc ça, c'est clair qu'au niveau de la stabilité de l'humeur, de la positivité, du bien-être général au niveau mental, là, pour moi, j'ai vu une belle différence. Et la qualité de sommeil. Moi qui étais donc très angoissée, qui avait besoin pour l'endormissement de prendre des somnifères, en 2 3 semaines de cétogène, j'ai tout viré et j'en ai plus jamais eu besoin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Laura Brickman, qui est une médecin rhumatologue et qui fait un régime cétogène depuis 1 an et qui mange à 85% carnivore. Bonjour Laura. Bonjour Raphaël. Bonjour, bonjour. Merci d'être venue sur la chaîne. Ben merci pour l'invitation, hein, c'est toi que je remercie du coup. Donc du coup, on peut dire que tu es la première rhumatologue cétogène qui a un réseau social et qui en parle maintenant. Français, francophone. Ouais, j'allais dire non à la première partie de la phrase, mais qui a un réseau social, oui, je pense que je suis la seule effectivement à être cétogène, rhumatologue et à avoir un réseau social effectivement. Parce que des médecins cétogènes, il y en a quand même quelques-uns, mais c'est vrai que malheureusement, ils se cachent un peu. Je l'ai encore appris hier via un commentaire d'une dame qui habite dans ma région et qui m'a dit: «Ah mais moi je connais tel docteur qui me suit» et en fait, en vrai, ils me disent de de suivre un régime cétogène, que c'est bon pour ma santé, donc j'ai été heureuse de l'apprendre, mais bon, il faut maintenant un peu passer le cap de la diffusion, de l'information, de la désinformation aussi, ça c'est la plus grande partie du travail, pour que le plus grand nombre de personnes soient informées des bénéfices et de tous les avantages santé que ça peut amener. Oui, je pense que c'est important de diffuser le message cétogène au-delà de juste du personne à personne. Alors après, en tant que médecin, effectivement, on peut avoir une légitimité à pouvoir en parler à ses patients parce qu'on a, cette aura, de scientifique, que les gens nous font confiance, cette aura de confiance par défaut qu'on a. Heu et d'ailleurs, moi ce que je disais, c'est moi quand j'en parle à mes proches, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, quand on n'est pas scientifique, quand on n'est pas machin et d'ailleurs, j'ai regardé ta vidéo avec Ulrich et je voulais, te parler de ce truc-là, du fait que nul n'est prophète en son pays. Parce que d'après ce que tu disais, c'était extrêmement dur, malgré ton statut de médecin rhumatologue, d'en parler à tes proches et d'avoir quand même la légitimité d'en parler. Oui, 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 je te rejoins complètement et même en étant médecin, même en ayant creusé le sujet maintenant depuis plusieurs années, en s'intéressant spécifiquement à la nutrition, en arrivant vers les gens avec des arguments très fondés, très scientifiques, ça reste très compliqué. Dans mon entourage, moi, j'ai pas convaincu grand monde. Le seul que j'ai convaincu, c'est mon mari. C'est déjà une belle victoire, Oui. qui m'a rapidement rejoint parce voilà, il a de l'ouverture et puis il a constaté les bienfaits sur moi tout simplement donc il s'est dit: «OK, elle m'apporte des arguments, elle m'apporte des études, elle m'apporte des médecins qui maîtrisent le sujet et en plus de ça, à côté de ça, elle est de meilleure humeur». C'est une petite blague, mais non, mais oui, bah, c'est sûr. En vrai, il y a des effets sur la régulation de l'humeur aussi. Moi qui avais parfois tendance à être, un petit peu pessimiste, je suis beaucoup plus optimiste dans la vie de tous les jours donc ça, c'est un petit bénéfice que j'ai rarement cité, mais qui est vrai aussi et puis il a vu tous les bénéfices sur le corps, sur, les petits soucis de santé que j'ai pu avoir et il a été rapidement convaincu et ce qui est super, c'est que ça s'est vraiment très bien passé pour lui. Il s'est adapté plus facilement que moi, il a eu moins de petits désagréments de début de cétogène, à savoir la grippe cétogène, les soucis pour équilibrer les électrolytes, se défaire des anciennes habitudes que l'on a en régime, classique, occidental. Donc il a traversé ça avec plus de facilité que moi et au final, il était très content très vite, qu'il ne reviendrait pas du tout en arrière. Il tire la même conclusion, mais dans les proches de manière plus élargie, donc les amis, la famille, même, au 1er degré, hein, même très, très proche, ça reste compliqué. Alors j'ai pu les convaincre au moins de réduire la charge en glucides, ce qui est déjà une belle victoire, mais passer en cétogène, ça, il y a encore beaucoup de freins et les arguments qu'on me sort, j'ai une partie de ma famille aussi qui travaille dans l'agroalimentaire, donc c'est vrai que c'est un peu délicat. Heu et puis j'ai aussi une partie de la famille qui est assez sportive et qui ne veut pas voir de ce fait une baisse de la performance. Ce que j'entends
et ce qui est quand même un petit peu vrai en début de régime cétogène, on n'est En pas aussi début, performant. Il faut le temps que au début et ça prend parfois un peu de temps, mais oui. une fois qu'on a retrouvé, le moyen d'aller chercher son énergie correctement, c'est fabuleux, c'est génial. Mais bon, Oh bah, on est aussi donc performant que sous glucides, ah clairement. Une ouais, fois qu'on ouais, a ouais, ouais, du réussi à moins pour ouais, s'épanouir. pour les efforts d'ultra endurance, même si moi j'ai jamais participé à des gros ultra trail et des choses, mais j'ai eu des efforts soutenus sur plusieurs heures et c'est fantastique de pas devoir ravitailler, Oui, on est l'estomac vide, il y a que comme ça qu'on peut performer correctement, en confort, sans souffrir de désagréments parfois importants et l'énergie elle est permanente. Ça c'est génial, il y a pas de mur, il y a pas de mais donc malgré tout ça, ça reste difficile et c'est un peu dommage. J'espère qu'à l'avenir, avec la on va dire la divulgation de ces messages et les changements de mentalité, j'espère qu'ils y parviendront, mais pour le moment, c'est un petit peu un constat d'échec. moi, bah, justement, j'ai exactement la même expérience que toi. La seule que j'ai réussi à convaincre, c'est ma femme, parce qu'elle était à côté de moi. Bon, aussi parce que je suis assez, virulent et assez, embêtant et qu'à chaque fois qu'elle me disait qu'elle avait un problème, je lui disais: «Bah, la solution, c'est le régime carnivore». Donc du coup, au bout d'un moment, elle a craqué, elle a dit: «Allez, OK, vas-y, je vais faire ton truc là». Ouais, ouais, Mais voilà, donc elle m'a rejoint 3 mois après que j'ai commencé et d'ailleurs, c'était très drôle, l'anecdote, c'est on devait aller chez mon père, voilà, donc en famille et chez des gens qui sont pas du tout, carnivores, cétogènes, rien du tout, totalement normaux et vraiment, elle m'annonce ça le jour avant qu'on parte chez mon père. Elle me dit: Ça y est, je fais un régime carnivore». Je lui dis: Ouais, enfin au niveau du timing, tu aurais peut-être pu attendre qu'on soit à la maison tranquille et qu'on fasse ça tous les 2, non? Pourquoi tu le fais le jour où on part en voyage chez quelqu'un qui est pas carnivore? C'est un peu bizarre quand même». Bon bref, donc ouais. voilà, assez drôle et par contre effectivement donc du coup, j'en ai parlé à mon père que ça intéresse parce que, mon père il a eu un cancer récemment et donc du coup je lui ai parlé du régime cétogène. J'ai même fait une vidéo sur le sujet parce que ça me touche particulièrement, il est ouvert au sujet. Il est pas prêt à passer et ma mère elle est végétarienne et c'est même elle qui m'a mis dans le végétarisme à la base pendant 7 ans et alors là Mmh. pour la convaincre, bon courage. Heu, donc là-dessus, effectivement, très compliqué d'être prophète en son pays. Je crois que mon frère, j'ai réussi à peu près à le convaincre de remanger plus de viande, donc pareil, un peu moins de glucides. Donc si j'ai au moins réussi à faire ça, c'est pas si mal. Ma petite sœur, c'est impossible parce qu'elle aime pas le goût de la viande, donc là, pareil, j'y arriverai pas Mmh. et après j'ai mon biais, c'est je vais à la salle de muscu et effectivement, les gens de la salle de muscu, puisqu'ils me voient très régulièrement, donc ils ont vu mon évolution, ils ont vu que j'étais de mieux en mieux, ils ont vu que j'ai une humeur constante, ils ont vu que, heu, je perdais beaucoup de poids surtout et puis que je prenais du muscle, Mmh. alors qu'eux stagnent depuis plusieurs mois donc ils ont quand même ils ont pareil, ils ont une ouverture sur le sujet, ils sont pas prêts à passer en carnivore parce que trop de sacrifices. J'aime trop les pâtes, j'aime trop les pizzas, je peux pas, je suis addict aux glucides, hein, clairement, hein. En gros, c'est ça le message caché et donc même sur ces personnes que je vois très souvent, j'ai réussi à en convaincre une ou 2 de faire quelques trucs. J'en ai convaincu un d'arrêter le quinoa et un autre, de manger plus de viande et voilà, ils sont ouverts au sujet, mais pareil, passer le pas de réussir à vraiment se dire: «Je vais éliminer la plupart des choses que je mange actuellement pour, me concentrer sur de la viande ou sur du cétogène», assez compliqué, ouais, c'est assez dur. Mmh. Et ce qui est vraiment dommage là-dedans, c'est qu'une fois passé la désintox au sucre, on n'a plus envie de sucre, on n'a plus envie de Oui, glucides. Et ici, à plus d'un an de recul, quand je vois passer un plat de pâtes ou pire, une sucrerie, un gâteau d'anniversaire, ça me rebute. Et pareil. il y a pas longtemps, j'avais essayé un édulcorant, je m'étais dit: «Allez, je vais faire un dessert, une mousse au chocolat pour la famille» et avec du chocolat à 90 et beaucoup d'œufs et juste quelques gouttes d'édulcorant dedans parce que eux, si je leur donne ça de manière brute, ils vont trouver ça dégueulasse et moi, ça m'a gênée. Le goût de la stevia dans la préparation m'a gênée. Je ne tolère plus le goût sucré maintenant. C'est vraiment quelque chose qui me rebute. J'ai plus d'attirance envers ça, alors qu'avant, n'en parlons pas, hein. Avant, j'étais une mangeuse de glucides. Quand je rentrais, que j'étais un peu frustrée, que j'avais eu une journée difficile, je sautais sur un aliment, Des soit au goût gâteaux. salé comme des chips, un Mmh. gros plat de pâtes ou alors des biscuits, des bonbons. Ouais, donc on peut pas dire que ça vient de quelqu'un qui était très viandeuse à la base, parce que moi la viande,
c'était un petit peu, mais j'étais pas à un morceau d'entrecôte, c'était pas du tout mon truc. Et il faut faire l'effort de se déshabituer. C'est sûr qu'au début, c'est pas facile, mais une fois que ce cap, il est passé, pareil pour le goût de la viande, c'est la même chose. C'est en réapprenant à manger de la viande qu'on va y reprendre goût. Ça nécessite un petit effort au départ, mais une fois qu'on y est parvenu, qu'on a passé ce step-là, je suis persuadée qu'après ça va tout seul, comme ça l'a été pour mon cas. Bon, peut-être pas faire une généralité à tout le monde non plus, mais pour une bonne partie de la population, je suis persuadée que c'est une question de se réhabituer et surtout de se désaccoutumer de nos mauvaises habitudes, même progressivement s'il le faut, hein. On ne dit pas qu'il faut passer carni 100 du jour au lendemain. Avec mes futurs patients que je vais accompagner dans ce domaine-là, dans le domaine de la nutrition, pour les plus frileux, je pense que je vais d'abord leur proposer de passer par un low carb, en éliminant déjà ce qu'il y a de plus inflammatoire, en éliminant les céréales, pour, j'espère, progressivement aller vers quelque chose de plus en plus propre. Mais Oui, nous, enfin, je sais pas toi, mais moi, je suis passé du jour au lendemain, carnivore, parce que ça m'intéressait depuis un moment et que je m'étais renseigné sur le sujet et cetera. Bon, j'ai quand même eu une diarrhée pendant, 2 mois, hein, donc ça a quand même été mmh assez long. Heu, mais bon, j'ai pas eu de grippe cétogène. En plus, j'avais eu la chance de m'être suffisamment renseigné pour manger, beaucoup, beaucoup de sel, au début de mon régime carnivore. D'ailleurs, chose qui était, assez, rigolote parce que moi, j'ai toujours sursalé mes plats depuis très, très longtemps et en fait, je me contenais parce que, j'avais le fameux mythe du, «Si tu sales trop tes plats, tu vas avoir une crise cardiaque». Ouais. Et donc le jour où j'ai vu le carnivore et que, j'ai vu que le sel n'était pas un problème, alors là maintenant, c'est vraiment le sel, c'est une petite pellicule sur chaque bout de viande. Vraiment, c'est je sale beau enfin, quand les gens me voient saler des choses, ils sont assez, Moi aussi. assez choqué, et c'est ça qui est rigolo parce que tu disais on se jetait sur des choses, sucrées et salées quand on était un petit peu, quand on avait une petite blessure émotionnelle et qu'on rentrait du boulot et qu'on voilà, on se jetait sur de la nourriture et ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est qu'on peut se jeter sur un truc salé, qui est sain pour nous et qui est bon pour la santé en plus. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Avec le sel, j'ai la même réflexion que toi. Pareil, je mange quand même des quantités de sel assez importantes, mais ce qui est dingue, c'est qu'au début, j'essayais de monitorer mon apport de sel pour avoir une idée. Et puis finalement, naturellement, spontanément, j'ai trouvé un rythme de croisière et je sens que quand il y en a trop, ben voilà, j'ai un appel d'eau qui est un peu exagéré. Donc là, je sais que voilà, c'était un peu trop. Et même au goût, je me dis: «Ouh, c'était trop». Et quand c'est trop peu, beh, j'ai directement tendance à avoir une petite crampe qui revient, après le Ah oui, sport et maintenant je parviens vraiment sans devoir peser, sans devoir faire extrêmement attention aux grammes que je mets quotidiennement, je parviens à trouver le bon équilibre, juste un peu à la sensation. J'écoute mon corps et je sens quand j'ai besoin. Avant d'aller à un entraînement, si je sens que mes muscles sont un petit peu tendus, qu'il y a un début, ce que j'appelle un départ de crampe, on sent que ça tiraille un petit peu, bah, là directement, je rajoute un peu de sel dans mon eau et je pars à mon entraînement et ça passe sans problème. Donc on parvient aussi naturellement à trouver au bout d'un certain temps la dose qui nous convient, à l'écoute de notre corps et ça je trouve ça assez formidable, de pouvoir, retrouver ces sensations comme ça qui sont finalement la base. C'est comme ça que tout le monde devrait fonctionner. À l'intuitif, un animal, il réfléchit pas à quand il va manger, à quand il va aller boire, c'est son corps qui lui dit: «Maintenant il faut manger, maintenant il faut boire» et c'est vraiment agréable de retrouver ce type de sensation beaucoup plus naturelles que des compulsions évidemment, dont j'ai beaucoup souffert exactement. dans le cadre de mon parcours, ces fameuses compulsions alimentaires et ça n'est plus jamais arrivé. Au pire, une fois, je rentre et je me dis: «J'ai plutôt envie de me faire plaisir» et là, je vais me chercher un morceau même Le un morceau fromage. de charcuterie ou de fromage Oui, artisanal, bon ça, moi, c'est plus rare et avec un peu de beurre et ça me fait super plaisir, c'est génial. exactement et en plus c'est guilt free parce que donc je Oui, trouve pas le mot en français. oui, Mais oui, c'est oui, sans ouais, on se sans sent pas sans coupable conséquence quoi. néfaste. Oui, voilà. Voilà, sans culpabilité, on peut y aller, Ouais. à fond et se dire: «Bon, bah, voilà, je mange mon bout de fromage jusqu'à ce que, je me sente rassasié et que j'aille bien» et il y a aucun souci, quoi. Il y a même pas de souci de quantité, on peut manger autant qu'on veut et ça, c'est Mmh. incroyable. Ouais. D'ailleurs, c'est un des gros points positifs. On va y revenir après. Je vais, du coup, tu m'as donné le segue vers, justement, ton histoire. Faut que tu me racontes comment tu as découvert le régime carnivore et je t'ai pas posé la question, quel âge as-tu? Alors, j'ai 32 ans.
Et la manière dont je l'ai découvert, beh, c'est ce que j'avais expliqué à quelques personnes, je crois brièvement à Ulrich, mais j'ai pas Oui, creusé plus. En fait, je suis pas venue au régime cétogène et céto-carnivore pour chercher à traiter une maladie ou une perte de d'accord. poids, par exemple, qui sont quand même les 2 motifs souvent les plus fréquents. Même Moi, si je veux je perdre de poids. souffrais de troubles alimentaires, de compulsions alimentaires, mon arrivée dans ce mode de vie-là n'a pas du tout été par ce chemin-là. En fait, c'était simplement une recherche de l'alimentation la plus saine possible et j'étais partie malheureusement sur les tendances, très très en vogue qui sont pas fondées scientifiquement de l'index glycémique bas, d'une alimentation plus flexitarienne et je me suis rendu compte que c'était catastrophique. Je l'ai pas testé bien longtemps, mais moi qui mangeais quand même déjà pas mal de végétaux, pas mal de glucides, si en plus je venais ajouter à ça une grosse dose de légumineuses, des aliments complets, des pâtes complètes et cetera, plus de fibres, c'était une catastrophe au niveau intestinal et au niveau de mon état de forme générale et là, j'ai refait le point, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, ça tient pas la route, déjà au niveau scientifique et puis l'effet sur moi n'est vraiment pas du tout l'effet escompté» et là, j'ai découvert par le biais de YouTube, parce que c'est vrai qu'il y a du bon il y a du bon contenu, il faut aller le trouver, mais au niveau américain, en anglais, il y a Oui, quand même des très bons contenus et donc je suis arrivée pas à pas vers ces personnes qui prônent, voilà, qui cassent, qui démystifient les dogmes actuels et qui prônent, une alimentation beaucoup plus carnée, beaucoup moins riche en végétaux et surtout, très pauvre en glucides et alors de fil en aiguille, je suis aussi tombée sur Sequoia Santé, la chaîne de Boris Dufournet et de son collègue, Victor et c'est vrai que c'est là où le gros déclic s'est fait parce qu'en plus, comme c'était en français et très bien expliqué, bah, c'était très plaisant à écouter. Donc j'ai binge watché, Sequoia Santé en quelques jours. J'ai été lire toutes les références qui m'ont été données et puis voilà, de fil en aiguille, je suis tombée sur d'autres médecins, sur Tim Noakes qui a fait un virage à 180° là dans sa carrière et sur plein, 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 plein d'autres, aussi sur Shawn Baker, enfin voilà, bref, sur toutes ces grandes icônes du cétogène et du carnivore et j'en suis arrivée à la conclusion par ma propre expérience en le mettant en place et par mes recherches, parce que j'ai quand même voulu aller relire certaines études dont on m'avait parlé pendant mon parcours médical, notamment sur la théorie lipidique et autres. Voilà, j'ai voulu me faire aussi mon propre avis, être sûre que bien que j'adhérais à leur discours, vérifier par moi-même, on va dire que oui, effectivement, il y avait des biais, qu'il y avait du sponsoring, qu'il y avait de l'industrie derrière et cetera et j'ai eu confirmation de tout ça par mes propres recherches donc là, ni une ni deux, comme toi, ça s'est fait du jour au lendemain. Mais moi, c'était pas un carnivore dès le départ. C'est resté j'ai gardé des végétaux, j'ai essayé de garder les végétaux les moins toxiques possibles, les plus hypo-inflammatoires possibles, mais j'avais toujours besoin de structurer mon assiette. Au début, par exemple, il y avait une petite purée de chou-fleur, il y avait quelques haricots et mon morceau de viande et mon gras ajouté. Et j'avais besoin d'avoir encore cette construction de l'assiette en 3 parties, comme on nous l'apprend bien, hein, les 3 bien macronutriments, sûr. blablabla. Et donc psychologiquement, j'ai eu besoin de faire ça. Mais rapidement, je m'en suis détachée et pour arriver à de moins en moins de végétaux. Une période carnivore stricte l'hiver passé, pardon, pas l'été, l'hiver justement. Et puis ici cet été, un petit appel quand même de glucides, mais sans sortir de cétose. Donc c'était quoi? C'était on a quelques baies dans le jardin, c'était quelques groseilles piquées comme ça sur l'arbre, sur le groseillier. C'était une framboise par-ci par-là, mais très, très peu, mais j'ai quand même eu et alors un petit peu de tomate dans mes plats. La tomate, je sais pas pourquoi cet été, elle m'attirait et je me suis dit au lieu de résister, bah, voilà, en petite quantité, ça m'a pas causé de désordre sur le plan de la digestion, sur le plan de l'énergie ou quoi que ce soit. J'ai pas fait de réaction négative avec ça et je me le suis autorisé en restant dans les clous du cétogène quand même, parce que ça, j'avais pas envie de sortir de cétose pour des questions de sport aussi et alors ici à nouveau, avec l'arrivée de l'hiver, un retour en carnivore depuis un mois, pratiquement strict. J'avoue, je reprends parfois un petit carré de chocolat noir. 100. Pas tous les jours, du 100 oui, du 90 ou 100. Ouais, alors là, j'ai pas de compulsion, donc ça c'est chouette. Donc je suis capable de prendre,
allez, un tout petit morceau, avec mon décal le matin et puis voilà, après j'en prends plus. Donc tant que c'est pas une chose importante aussi que j'ai je crois jamais encore jamais évoquée, je me méfie de tous les aliments qui entraînent une réaction compulsive. Parce qu'il y a pas que les glucides, on a Oui, ça aussi avec les oléagineux, enfin beaucoup oui, de personnes et moi y le compris, lait, oui. notamment la macadamia qui est considérée par Oui, certains comme un peu moins inflammatoire. La macadamia, on me met un paquet de macadamia, je le ah, je dévore. le mange en Je entier, fais ouais, pareil, oui, oui, oui ça me passe et pas. donc je me méfie de ça très fort et il y avait autre chose encore, c'était quoi? Bah, le café, les produits laitiers aussi. Donc j'ai tendance aussi à m'en méfier pour cette réaction, très addictive que certains peuvent avoir, à sauter sur les produits laitiers et puis je m'en méfie pour d'autres raisons dont j'ai parlé à Loïse hier, hein, c'est vaste, il y a de quoi faire 1 heure de vidéo là-dessus, mais aussi pour ce côté très addictif, addictogène, si je peux dire ça comme ça, qu'on peut retrouver et pour moi, ça, c'est des réactions qui ne sont pas normales. C'est des réactions de l'organisme qui sont pas normales. On ne devrait pas avoir des pulsions comme ça. Donc c'est ça entraîne un degré de méfiance supplémentaire pour certaines classes d'aliments, hein. Mais hors carnet, parce qu'en réalité, j'ai jamais entendu personne me dire, je me suis goinfrée jusqu'à vomir de viande rouge, ou on s'arrête parce qu'à un moment on est repu. Il y a pas ce besoin compulsif d'aller se remplir avec cet aliment, quoi. Et moi, en plus, moi, on m'a appris: «Et finis ton assiette» et là, Ouais. récemment, ça y est, j'ai commencé à déconstruire ça, heu et surtout avec la viande rouge parce que même avec la viande rouge, cette compulsion de finir son assiette était très, très forte chez moi et donc si je faisais trop de viande et ben je me forçais à la finir mon assiette alors que j'avais Mmh. plus faim. Et là, je suis en train un peu de déconstruire ça là maintenant. Ça me pose plus de problème de cuire ma viande et de me dire: «Non mais là, c'est bon, j'ai assez mangé, je le mets au frigo et je le reprendrai plus tard». En plus, moi, personnellement, j'ai pas de problème à manger la viande qui a refroidi dans le frigo, donc c'est pas un problème. Et ça dépend des gens, il y a des gens qui aiment pas ça, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Hem, Personnellement, alors les noix de macadamia, je me reconnais totalement dedans parce que alors là, si je prends un paquet de noix de macadamia, ça c'est terminé, c'est sûr qu'il y passe. Les cerneaux de noix, ça fait un peu ça, mais un peu moins que les noix de macadamia. Moi, j'ai pas de problème avec le café par contre. Le café, j'arrive à me restreindre à 2 par jour et à me tenir à ça. Le café n'appelle pas le café. Bon, j'adore ça, hein. C'est Je sais quand même que c'est une drogue parce que quand je suis sous café, dis donc qu'est-ce que ça me fait? C'est terrible, hein. Alors mais pour avoir testé certaines drogues qui sont considérées comme des drogues dures, hem, il y a le café a un effet, assez similaire, pas aussi puissant, mais il a un effet assez similaire, hein. C'est assez, grave. Mmh mh, mmh mh. Moi, ça me perturbe de me dire: «Le café me fait des effets de drogue dure». Mmh mh, mmh mh. À moins grosse échelle, bien évidemment, parce que bon, faut quand même pas abuser non plus. Mais parfois, je pars marcher avec mon café dans le sang et vraiment j'ai un élan de sérotonine, de dopamine qui m'afflue dans le Mmh cerveau et je mh. me dis: Mmh mh. «Waouh, c'est quand même Mmh mh. puissant le café». Oui, oui, tout à Heu fait. mais j'ai pas cet aspect addictif de me dire: «C'est une fois que j'ai pris un café, il faut que j'en reprenne un». Et les produits laitiers, je pense que pour moi, ça peut aller. J'ai pas Mmh trop mh. cet effet d'en manger énormément non plus, mais voilà. Et noix de macadamia, par contre, oui, ça c'est terrible. Faut Oui, pas que oui, je mette la oui. main dedans. Oui, oui, pour ma part, les produits laitiers sont très, très addictifs. J'ai vraiment une attirance, il y a un fromage dans le frigo, il est vite parti. J'ai besoin d'aller en rechercher et l'ennui, c'est qu'il faut pas se nourrir que de ça et c'est Non. aussi pour ça que j'ai tendance à être vigilante avec les gens, surtout ceux qui ont des warnings comme ceux que j'ai évoqués hier avec Loïs, des maladies inflammatoires importantes, des maladies auto-immunes. Et voilà, c'est embêtant si en plus il y a un côté addictif et que les gens, remplacent, des apports de viande grasse par des apports de fromage parce que parfois, on en arrive à ça. Moi, je vois des gens qui sont complètement accros et en cétogène, même en cétocarnie, qui parfois consomment des grosses, grosses quantités. Je pense que là, dans notre, communauté assez proche, c'est pas le cas, mais j'ai vu des exemples passer sur les réseaux sociaux où c'est presque, 3/4 fromage et un quart du reste et ça me pose un peu souci. C'est quand même, globalement des protéines, il y a pas que les caséines, hein, parce que c'est vrai qu'en y repensant hier, on a parlé que des caséines, mais il y a pas que les caséines, il y a aussi,
toutes les lactoglobulines, enfin il y a des facteurs de croissance aussi dans les produits laitiers, surtout dans le lait, mais voilà, quand même dans les produits laitiers en général qui ont des effets, beh, qui sont pas a priori pas destinés à une personne adulte en tout cas et encore moins à un être humain, comme mon lait, c'est plutôt destiné aux veaux et c'est les produits laitiers qui viennent des vaches ou à la petite chèvre Bien sûr. si ça vient des voilà des autres catégories de produits laitiers. Mais donc j'ai tendance à m'en méfier et surtout quand ça vient remplacer quand c'est quotidien, que ça vient remplacer des apports de viande grasse. Bien sûr. Là, ça me pose un peu plus souci. C'est Mais ça qui tant me mieux pour toi pose si tu as souci. pas cette compulsion avec les produits laitiers. Mais c'est quelque chose que j'entends quand même assez souvent, que je retrouve assez régulièrement. Donc je pense qu'on a quand même une propension et puis il y a des substances proches de il y a des caséomorphines en fait dans les produits laitiers qui activent directement les mêmes circuits endocannabinoïdes que la morphine, le fait sur l'organisme. D'accord, je Donc savais pas. ça s'explique au niveau de la composition des produits laitiers, ça s'explique. On retrouve, l'explication à cette addiction, très clairement. Moi, je pense qu'il y a une place pour les produits laitiers dans le régime carnivore, pour plusieurs raisons. Déjà, moi, je m'en cache pas, j'ai utilisé, j'ai fait ce qu'on appelle un priming pour, prendre de la masse et pour, faire en sorte que mon corps soit plus, résilient et capable à long terme de jeûner et de faire d'autres choses. Et bon, j'appelle ça une prise de masse parce que clairement, pendant que je le fais, j'ai une prise de masse musculaire qui est assez, violente. Et je me suis bien rendu compte que quand je rajoute de la crème dans mes steaks hachés, enfin ou dans mes morceaux de viande, je peux manger beaucoup plus, évidemment. Ça quand même, ça coupe les signaux de faim, hein. Parce que là, pendant donc ce que j'appelle le priming, enfin ce qui est appelé priming d'ailleurs, dans les cercles carnivores américains, hem, j'ai mangé, 2 kilogrammes de viande par jour avec 800 grammes de crème fraîche par jour, hein. Donc c'est quand même assez violent. Heu et ça marche très bien. On peut le faire en 3 repas. Bon, par contre, c'est extrêmement long, hein. Alors, je vous dis à la fin du priming, vous en avez marre de manger parce que c'est extrêmement chiant. Ça prend 5 heures par jour où vous êtes devant votre assiette à manger. C'est très chronophage. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la prise de masse musculaire, ça fonctionne et il y a pas de souci. Vous allez prendre de la masse musculaire, vous allez être super bien, vos hormones, elles vont aller super bien, la libido, elle va augmenter, et il y a plein de choses qui vont très, très bien quand vous faites ça. Mais par contre, ouais, c'est très chronophage et c'est pas facile pour tout le monde et donc là, je pense que les produits laitiers, dans ce cas-là, dans le cas de vraiment, surmanger quelque part pour, préparer son corps à, un jeûne ou, pour, perdre du poids, je pense que ça peut, avoir une bonne influence là-dessus, mais effectivement, il faut être conscient que les produits laitiers, ils bousillent un peu les signaux de faim et c'est pour ça qu'on est capable de faire ça avec. Mais c'est pour un cas très spécifique. Si vous faites du sport et que vous voulez prendre de la masse musculaire, je pense que c'est vraiment très, très positif. Mais pour, réparer, pour, se soigner de maladies particulières, oui, je pense que vaut peut-être mieux éviter. Mmh. Oui, 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 effectivement et moi comme je suis plus dans cette optique-là, de par ma profession, beh, forcément, j'ai plus tendance aussi à voilà, à lever le pied. Maintenant un autre exemple, donc ton exemple est intéressant et un autre exemple aussi que j'ai eu il y a pas longtemps, c'est une dame qui était végétarienne, enfin qui est végétarienne, un peu cachectique, donc en amyotrophie, donc masse musculaire, 0 et un végétarisme, plus proche du végétalisme que du végétarisme. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'elle s'autorisait un petit peu d'œufs, un petit peu de poisson, mais c'était tout et en l'interrogeant sur les produits laitiers, elle me dit: «Ah oui, j'adore ça, j'adore effectivement le fromage» et là, en faisant un petit peu son anamnèse, je ne trouve pas de maladie auto-immune. Elle avait pas forcément en fait, cette dame, elle souffrait d'une ostéoporose. Elle avait pas forcément de maladies inflammatoires, elle les tolérait très bien. Donc elle me dit: «Oui, moi, la digestion, c'est parfait. Je peux manger quand même, allez, 50-100 grammes de fromage sans avoir de problème» et dans ce cas-là, je lui ai dit: «Mais alors, allez vers ça, vos apports en protéines sont tellement pauvres Oui, que, aller vers des produits laitiers, ils vont en plus vous satisfaire, ils vont vous encourager à continuer à manger plus et si ça peut vous amener vers un régime plus protéiné et des protéines de meilleure qualité que ce qu'on peut trouver dans vos pois chiches, oui, très clairement et donc là, c'est un cas où je l'ai encouragée à manger plus d'œufs, à manger plus de poissons et à manger plus de fromage parce que c'était ce qu'elle tolérait pour le moment
et tout en lui disant bien que si à l'avenir, elle peut repartir sur des aliments carnés, beh, c'est l'idéal évidemment, mais pour un premier pas, c'est déjà bien. Donc là, c'est aussi, tu vois, un cas où, je l'ai encouragée à aller consommer du produit laitier parce que, il y a clairement du bénéfice dans son cas. Puis il y a l'apport de calcium en plus pour son ostéoporose, bien que ça soit un petit peu débattu. J'en avais aussi parlé hier avec Loïse. C'est pas toujours aussi clair et net que ce qu'on pense dans les études scientifiques récentes. Mais voilà, c'est quand même un moyen pour elle d'aller vers des sources animales de bonne graisse et de protéines de meilleure qualité que ce qu'elle peut trouver dans ses végétaux et de réduire sa proportion de glucides et de végétaux par rapport au reste. Donc ça, c'est un exemple, tu vois, où je peux quand même promouvoir les produits laitiers. Donc c'est aussi ce que je disais hier, je suis pas fermée sur la question. Au contraire, c'est vraiment une question qui doit être répondue au cas par cas en fonction de la personne qu'on a devant nous, de ses objectifs. Est-ce que c'est de la perte de poids? Est-ce que c'est une personne sédentaire? Est-ce que c'est quelqu'un de sportif qui veut développer sa masse musculaire? Est-ce qu'il y a des maladies auto-immunes, inflammatoires? Quelle est la tolérance? Quelle est la sensation après, et je pense que faire une phase de 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 suppression des produits laitiers en test est intéressant aussi chez des Oui. gens qui sont perturbés et puis avec une réintroduction et peut-être plus aussi vers une caséine A2, des produits au lait cru moins, voilà, moins, on va dire, transformés que ce qu'on trouve dans nos supermarchés, une catastrophe et faire une réintroduction, voir comment ça se passe, c'est aussi une stratégie. En gardant quand même la mesure que, c'est vrai qu'il faut quand même éviter que ce soit quotidien, en grande quantité. Ça doit rester un plaisir occasionnel, on va dire, ou un peu plus fréquent chez les gens pour qui c'est vraiment tous les indicateurs sont au vert, mais sinon on reste occasionnel et modéré dans sa consommation. Mais voilà, je pense qu'il faut pas enfin moi en tout cas, je prends pas la tendance des extrêmes là-dessus pour le moment et puis pour clôturer là-dessus, j'ai encore de l'expérience à me faire. Il y a rien à faire, c'est pas une question qui est tranchée, c'est pas une question où la Oui. science nous dit, très clairement, oui ou non. Donc il faut avancer avec ces expériences avec, et au cas par cas, c'est très clairement. Oui, exactement. D'ailleurs, dans la communauté carnivore, quand on fait des repas carnivores et cetera, on garde quand même le fromage pour le dessert. C'est-à-dire que c'est un dessert. C'est pas, on ne compense Ouais. pas notre viande avec, des produits laitiers parce qu'effectivement, Mmh mh. c'est pas très c'est sympa, on aime beaucoup, mais on Ah oui. considère ça comme un dessert. Voilà Mmh mh. et faut pas considérer ça comme un aliment principal et ne manger que du fromage, c'est pas possible quoi et du lait. Heu, c'est c'est dangereux. Mais c'est un des pièges du carni, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en carni, mais en fait, ils c'est vrai que c'est pas évident au début et je pense surtout quand on le fait, du jour au lendemain, c'est pour certaines personnes, ça peut paraître, vraiment compliqué à mettre en œuvre et donc je comprends qu'on se rabatte sur les produits laitiers. Je vois beaucoup ça, il y a des gens, du coup, ils inondent leur assiette de produits laitiers, mais ça me semble peut-être qu'ils peuvent le faire. À nouveau, hein, je suis pas dans Oui, leur corps, j'ai pas il peut y leur avoir dossier une médical indulgence. en main, j'ai pas peut-être qu'ils peuvent le faire, je sais pas comment ça se passe au niveau de leur sel, dans la toilette, mais mais avec prudence. Moi, j'émets vraiment un avertissement de prudence là-dessus et pas se lancer comme ça les yeux fermés sur des assiettes 50-50 avec des produits laitiers, au long cours du mois. Peux-tu me dire tout ce que tu as réussi à soigner grâce au régime cétogène? Si tu as soigné des choses? Ah, ça c'est une bonne question. Alors là, la difficulté de ta question, c'est que je vais devoir essayer de ne rien oublier. C'est souvent ça le problème parce qu'il y a beaucoup de choses, je n'exagère pas, il y a vraiment beaucoup de choses. Et en plus, la plupart du temps, comme on s'habitue à ne plus avoir, nos problèmes, on les oublie extrêmement vite. Et moi, je sais que j'ai fait une liste parce que parfois je me rappelle de choses où je me disais: «Ah mais j'avais ça avant» et du coup, Ouais, je le mets sur ma petite liste de trucs que j'ai réussi à guérir avec le régime. Parce qu'on s'est tellement habitué à ne plus avoir mal, ne plus avoir nos problèmes, ne plus rien avoir qu'on oublie totalement que ça ouais, existait et c'est dingue. complètement. Ouais, ouais, tout à fait. Écoute, pour répondre dans l'ordre, je pense qu'un des principaux, c'est quand même les effets sur mes petits troubles alimentaires. Donc ils n'étaient pas à nouveau, hein, j'ai pas été hospitalisée, j'ai pas été, dans une situation qui était dangereuse pour ma santé, mais vivre psychologiquement, vivre avec ces compulsions et puis ces regrets, ces sensations très désagréables de dégoût de soi, parce qu'une fois qu'on a cédé à de la gloutonnerie, on se répugne. C'était vraiment, moi j'avais une image très mauvaise de moi après avoir cédé à des compulsions alimentaires.
Donc je dirais qu'un des premiers effets, ça a été quand même les effets très bénéfiques sur ces compulsions, sur l'énergie constante et plus le besoin de devoir manger. Avant, je mangeais 6 fois par jour quasi. J'avais besoin de grignoter parce qu'avec les journées parfois lourdes d'un médecin, parfois c'est 12 heures de travail, on décroche pas une minute et il faut rester apte et avoir toutes ces pleines facultés intellectuelles et mentales devant un patient. On peut pas se permettre de décrocher, d'être sur la lune, de voilà, d'écouter sans Ouais, écouter comme on dit. ouais, Donc j'avais besoin de manger très, très régulièrement parce que je me sentais pas bien. Il y a des moments où je sentais clairement que mon esprit partait, que j'étais plus concentrée, que j'écoutais plus très bien les gens et donc j'avais tout le temps des petites boîtes avec des choses à grignoter avec moi, souvent des choses glucidiques malheureusement à l'époque et donc me libérer de ça, ça a été une grande délivrance. Donc la compulsion alimentaire et le fait de plus devoir ravitailler en permanence avec des aliments sucrés parce que ma glycémie, c'était du yo-yo et qu'il fallait tout le temps aller récompenser quand ça diminuait. Donc ça je dirais c'est le principal. Alors on peut venir atteler à ça les effets sur l'humeur parce que j'étais parfois un petit peu lunatique, pas dans l'extrême non plus, hein. J'avais pas un trouble de l'ordre de la psychiatrie, attention, mais j'avais parfois des humeurs un peu variables et des gros coups de mou, des déprimes passagères, on va dire. En plus, bien sûr. c'était beaucoup dans une période, là j'en avais longuement parlé, un peu de burn-out au niveau professionnel qui était pas évidente à traverser. Donc là, je ressentais vraiment je voyais plus les choses négativement que positivement, de manière générale et maintenant c'est tout l'inverse. Donc ça, c'est clair qu'au niveau de la stabilité de l'humeur, de la positivité, du bien-être général au niveau mental, là, pour moi, j'ai vu une belle différence. On peut ensuite en placer en deuxième position parce que c'est directement lié à ça, indirectement, enfin directement, indirectement, ça se contredit un peu ce que je dis là, mais ça découle de ça aussi, la qualité de sommeil. Ça, c'est moi qui étais donc très angoissée, qui avait besoin pour l'endormissement de prendre des somnifères. En 2-3 semaines de cétogène, j'ai tout viré et j'en ai plus jamais eu besoin. Même quand j'ai un événement très stressant, ça m'arrive encore évidemment, je l'endormissement se fait extrêmement naturellement. Et très rapidement, alors qu'avant je pouvais passer une demi heure, 1 heure à regarder le plafond avant de trouver le sommeil. Pardon. Ouais. Donc ça, c'est quand même une amélioration notable et qui aussi a été un énorme plus dans ma vie parce que j'ai récupéré un sommeil très récupérateur et alors, je ressens beaucoup plus la pression de sommeil. Donc la pression de sommeil, c'est le terme que les somnologues donnent au fait que on ressente le sommeil arriver en fin de journée. C'est l'envie d'aller se coucher, tout simplement à la fin de journée et les personnes qui sont insomniaques perdent en partie cette pression de sommeil et ici je l'ai retrouvée et selon un rythme qui est très, très, très physiologique. Donc j'ai récupéré un côté circadien, on va dire, à ma façon de fonctionner et je sens que vers 21:00-21:30, mon corps me dit: «Bon, bah, là, va te coucher, c'est très bien» et je profite Ouais. bien de mon sommeil profond de début de nuit, donc c'est très récupérateur et je me lève du coup beaucoup plus tôt aussi parce que naturellement, bah, il y a la montée de cortisol, vers 4-5 heures du matin, il y a la hausse de la température corporelle et que le corps est un peu programmé pour se réveiller vers ces heures-là, peu importe le lever de soleil et cetera, hein. C'est assez programmé finalement tout ça et donc ça, c'est un deuxième bienfait. Puis il y a eu les bienfaits sur ma digestion, très nombreux aussi, plus de reflux gastro-œsophagien, presque plus. Parfois encore un petit peu, je pense que c'est lié à mes apports en sel et au fait que ça m'arrive quand je mange un peu tard, avant d'aller me coucher, donc trop proche de l'heure de coucher et là souvent je le règle très facilement avec un petit peu de vinaigre de cidre. Surtout, quand j'ai un repas plus conséquent, peut-être un peu plus tard que d'habitude, là je prends un peu de vinaigre de cidre avant de manger, pour dire d'aller réveiller mon acidité gastrique et ça se passe très bien. Un transit évidemment, moi qui étais ballonnée en permanence avant d'entamer ce mode de vie-là, un ventre plat, plat de chez plat, plus des ballonnements de femme enceinte comme je pouvais connaître, parfois je pouvais me poser la question: «Est-ce que je ne suis pas enceinte de 4 mois?» tellement c'était important, 4-5 mois. Non, mais vraiment. Donc Ouais, plus de gaz, des selles qui sont beaucoup mieux formées, qui sont moins fréquentes aussi, mais c'est normal, il y a moins de fibres, il y a moins de débris, il y a moins de choses inutiles, donc forcément la fréquence des selles est réduite
Et donc ça, voilà, pour le digestif, beaucoup mieux. La performance sportive, beaucoup mieux aussi, dans le sens où plus de désagréments sur des sorties longues, en course à pied, même en rando, en alpinisme, plus aucun désagrément digestif, une énergie constante, plus besoin de ravitailler, vraiment, et alors une récupération musculaire. Ça, j'insiste, impressionnante. Donc du coup, maintenant, je fais aussi du crossfit de manière assez soutenue et j'ai le lendemain et le surlendemain, bon, parfois, je sens un petit peu, j'ai un peu moins développé du haut du corps, c'est un peu typiquement féminin ça. Donc oui, quand je travaille, là, j'ai fait des pull-ups à la dernière séance. Bah oui, je sens quand même un peu mes dorsaux et mes les muscles que j'ai sollicités, mais légèrement. C'est pas du tout les courbatures que j'avais avant d'être en cétogène. Donc et mes migraines, ça j'en ai beaucoup parlé avec Ulrich. Donc plus de migraines ophtalmiques, c'est quand même aussi, moins de maux de tête de manière générale aussi. Parce que je connaissais des maux de tête classiques, des céphalées classiques qui sont pas du tout la même chose que les migraines pour les gens qui ne savent pas trop la différence, mais les migraines, c'est vraiment un phénomène à part, c'est des douleurs à part, beaucoup plus intenses, qui peuvent donner nausées, vomissements, photophonophobie, donc ne pas supporter la lumière, le bruit, donc c'est vraiment assez caractéristique et c'est à distinguer des céphalées plus classiques qui sont quand même en intensité moindre et beaucoup plus gérables au quotidien. Mais donc pour les 2 beaucoup moins. Plus de petites douleurs chroniques parce qu'avant, bon, c'était lié à ma sédentarité aussi, hein, ça c'est un fait, mais j'avais des douleurs, dans la nuque, des douleurs, des contractures des trapèzes et je me réveillais tous les matins avec, la nuque en vrac. Ça n'arrive plus du tout. Plus de blessures dans le sport depuis 1 an. Même pas un petit tendon qui crie un peu au secours, après un effort prolongé ou rien du tout, rien du tout. Donc je pense que j'ai fait le tour là. J'en ai peut-être oublié sans doute, mais c'est déjà pas mal, je Pas crois. mal déjà. Ouais, on a déjà une bonne liste, hein, waouh! Ouais, 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 ouais. Moi je peux pas dire que, j'ai plus de blessures au sport, mais bon, je fais des trucs un peu, je fais des deadlifts, donc Mmh on mh. appelle ça en français des soulevés de Soulevé de terre. terre, des soulevés de Mmh mh. terre, voilà. Oui, Mmh mh. alors voilà, sur certains soulevés de terre, il m'est encore arrivé de me péter le dos pendant une journée. Le point positif, c'est qu'effectivement, c'est qu'une journée. Ouais, Et après, voilà, et qu'après, c'est régénéré et tout reva mieux. Donc quand même, la capacité de régénération, elle est tellement, supérieure, c'est assez incroyable, dès qu'on se coupe, dès qu'on se fait un petit truc, dès qu'il y a, je sais pas, une luxation de quelque chose et cetera, ça part extrêmement vite. On passe pas une semaine avec un problème, ou ça se régénère tellement vite. Et au niveau et donc, oui, moi j'ai jamais eu de migraine, mais j'avais des petites céphalées et pareil, ça pas j'en ai plus beaucoup, donc, ça, je pense que même je me souviens pas la dernière fois que j'en ai eu, donc ça va. Ouais, tout ça, non, sacrées améliorations, ça c'est sûr. Ouais, donc au niveau de tes insomnies, tu dirais que que tu avais ton corps et ton mental qui t'empêchaient de te dormir, ou, comment ça se passait? Si tu devais raconter un peu les insomnies avant le cétogène? je pense qu'il y avait les 2. En fait, il y avait un rôle certain des angoisses parce Mmh. que parce que très angoissée et ça le cétogène m'a très probablement permis de stabiliser un peu tout ça, de réduire nettement l'impact de mes angoisses sur mon corps. En fait, c'est Mmh. c'est vraiment ça. Donc là, ce qui est comique, c'est que j'ai aussi coutume de dire avant, j'étais tout le temps sur l'orthosympathique. Donc j'étais tout le temps, à cran, j'étais tout le temps stressée, tout le temps en mode, fight or flight comme on dit en anglais, donc la réaction adrénergique, on va dire, du corps à où il y a tout est en mode, il faut fuir, donc le cœur s'accélère, on est en hyper éveil, mais c'est très néfaste, en fait, d'être tout le temps comme ça. Donc ça doit arriver temporairement, typiquement dans les situations qui nous stressent, mais ça doit durer un petit peu, puis ça doit se rétablir. C'est vraiment la balance ortho et parasympathique, mais dans mon cas, et c'est ce qu'on retrouve chez les personnes qui souffrent d'angoisse chronique et de dérèglements même hormonaux généraux, hein, on est beaucoup trop en orthosympathique et donc on se bousille un peu la santé parce que, le corps s'épuise à être trop sur ses gardes et être tout le temps en hyper éveil et en situation d'angoisse, quoi. Et donc avant, je pense que j'étais tout le temps comme ça et ça jouait très, très fort sur l'induction du sommeil parce que forcément, ne trouvant pas le sommeil, je venais augmenter mon stress et il y avait là une boucle vicieuse qui faisait que Oui. et puis on voit l'heure qui passe et ça c'est des réflexes d'insomniaque
et on se dit: «Aïe, aïe, aïe, il est 1 heure du matin, je dors toujours pas, je dois me lever à 6 heures, ça me fait que 5 heures de sommeil», et donc il y avait ce cercle-là qui a été bien brisé par le fait de rétablir un peu mes hormones, on va dire, grâce au cétogène. Et puis il y a, je suis persuadée, un rôle sur le rythme circadien en tant que tel et les rétablissements de la pression de sommeil. Hem Et je pense que ça se joue aussi évidemment finement au niveau hormonal. Il y a aussi un rôle direct, je pense, de l'alimentation sur la régulation hormonale, en dehors du passage par la régulation du stress. C'est ça que je veux dire. On sécrète mieux nos hormones, le taux de cortisol, voilà, se calme parce qu'on est moins sur l'orthosympathique aussi. Et donc je pense qu'il y a eu un effet double. Alors c'est vrai qu'à côté de ça, je dois quand même mentionner que j'ai fait beaucoup plus attention à mon hygiène de vie aussi, et notamment à l'exposition aux lumières bleues. Heu, j'ai mis en place, j'ai arrêté de prendre un café en après-midi, par exemple. J'ai mangé plus tôt, donc j'ai pris d'autres mesures aussi pour améliorer la qualité de mon sommeil, parce que ça va de pair avec tout ça. Il y a pas Je pense qu'il y a pas que la nourriture, il y a aussi, clairement tout ce qu'on met autour, l'heure des repas, la composition du repas évidemment. C'est clair que le fait de retirer les glucides, ben là c'est directement lié au cétogène aussi, mais ça aide, hein, c'est clair que ça aide, j'en suis persuadée. Donc voilà, il y a d'autres choses qui doivent s'articuler autour de ça, mais il y avait pas que la réduction du stress et de l'angoisse, il y a eu aussi des effets, directs et indirects du régime cétogène en tant que tel. Si quelqu'un a des problèmes d'insomnie, est-ce que tu dirais qu'il y a une composition au niveau de la nourriture qui serait plus à même de ramener le sommeil au niveau ratio protéines-graisses? Est-ce que tu penses qu'on doit manger peut-être plus gras le soir ou peut-être plus gras de manière générale pour que nos hormones soient meilleures et puissent nous apporter le sommeil? Alors à cette question-là, je précise juste que c'est mon avis personnel, parce que j'ai pas je peux pas apporter des aliments hyper solides sur le plan scientifique, mais j'ai un avis personnel là-dessus. Et je me pose la question effectivement de l'impact d'un trop de protéines et trop peu de graisse, effectivement. Et je me demande dans quelle mesure ça peut pas, par un phénomène de néoglucogénèse, même à minima, hein, venir perturber la glycémie en cours de sommeil et occasionner, mais alors là, c'est plus chez les personnes qui ont des problèmes, non pas d'induction, mais de réveil. De réveil trop tôt la nuit, de réveil vers 1 heure du matin, ou et je me pose clairement la question de l'impact effectivement d'un déséquilibre en ratio, protéines-graisses. Mais je peux pas être, là à 100 sûre de ce que D'accord. j'apporte. C'est une réflexion plus personnelle avec les connaissances que j'ai. Mais oui, je me pose clairement la question, surtout dans ces soucis de réveil précoce, ou de micro-réveils qui deviennent de vrais réveils en cours de nuit entre des cycles de sommeil. Ce qui ne devrait, idéalement pas arriver, ou du moins pas arriver en début ou milieu de nuit, idéalement. Si ça arrive en fin de nuit, à mon sens, c'est moins un problème. Ça m'arrive personnellement vers 4 heures du matin, il y a un micro-éveil qui parfois devient un éveil complet. Je prends un peu de temps, souvent je me rendors, ou parfois je me rendors pas, mais c'est rare. Mais là, le gros de la nuit est fait, le gros de la réparation est faite. On est sur des cycles qui sont beaucoup moins bénéfiques pour la réparation de l'organisme, donc on a beaucoup moins de sommeil profond dans ces cycles-là. C'est plus du REM, c'est plus du paradoxal, et c'est moins important pour le corps. C'est d'ailleurs pour ça que c'est dans ces phases-là où on rêve plus, on a plus conscience de nos rêves, parce que le sommeil est moins profond et moins réparateur. Donc là, c'est moins grave. Mais des gens qui me disent: «Oui, moi systématiquement, je me réveille à 1 heure, 2 heures du matin, je me suis couché à 22 heures, 21h30», c'est quand même tôt, c'est quand même un peu embêtant, et j'irai creuser là-dedans. Peut-être aussi, oui, évidemment, s'assurer que le repas n'a pas été pris trop tardivement. Par exemple, un OMAD du soir, j'ai parfois un peu peur pour la qualité de sommeil après. Quelqu'un qui ferait un OMAD à 19 heures, et qui va se coucher à 21h30, j'ai du mal à penser que son sommeil puisse être optimal avec ce rythme-là. Et oui, effectivement, le ratio graisse-protéines, je pense que, alors, il y a un côté contradictoire à ça, parce qu'on dit aussi que le matin est la période la plus propice pour s'apporter les graisses, vu que c'est là que les lipases sont les plus sécrétées, donc ça, c'est de la chronobiologie. Mais moi, ça, si quelqu'un s'y retrouve mieux à manger un peu plus protéiné le matin, un peu plus gras le soir, enfin, ou en fin de journée, disons, pas forcément, Après quand je 19. dis le soir, c'est pas forcément 19 heures, mais c'est sur son dernier repas de la journée, c'est ça que je veux dire.
Bah, pourquoi pas? Moi je n'ai pas, je n'ai pas il y a pas de logique évolutionniste à ça, en plus de se dire: «Faut absolument manger le matin». Je pense qu'il faut manger quand on le tolère mieux, quand on le digère le mieux, quand ça nous arrange le mieux d'un point de vue énergétique et que dans la balance, tout s'équilibre. Maintenant, c'est clair qu'à en mettre du soir, ça me semble, ouais, quand même moins physiologique qu'à en mettre du matin. Ça, j'aurais quand même plutôt tendance sur des gens qui mangent, 1 fois par jour à conseiller de manger quand même plutôt en début de journée. Mais voilà, c'est mon avis, hein. Alors moi personnellement, je fais un alors je des fois je fais OMAD, des fois je fais TOUMAD, mais hem, si je fais un seul repas par jour, j'essaye de le faire entre 9 heures et 13 heures. Et si je fais, 2 repas, c'est souvent sur une plage de, 6 heures maximum, quoi. C'est-à-dire que la plupart du temps, je prends mon premier repas entre 11 heures et 13 heures et le deuxième à entre 14 et 16, quelque chose comme ça. Heu, des fois 17, voilà. Mais c'est vraiment la limite, c'est, dernier repas à 17 heures parce que je sais que si je mange au-delà de 18 heures, ça va entamer mon sommeil. Je le sais. Mmh mh. Ça, c'est Mmh. une moins bonne qualité de sommeil, je ronfle et je suis moins voilà. Oui, oui, parce que tu es encore, en digestion et c'est logique, c'est tout à fait logique et oui, moi, personnellement, je suis encore sur, généralement 3 repas par jour pour une question d'apport suffisant parce que je suis pas capable de manger des plus grandes quantités en moins de repas et mais par contre, mon dernier repas, c'est ouais, 18 heures aussi, hein, 18 heures au plus tard. 17h30, 18 heures et là, je suis bien et si je vais me coucher à 21h30 ou 22 heures parfois au plus tard, c'est très bien. Très bien comme ça et je me connais et je pense qu'il faut tester, il faut se connaître là-dessus, il faut pas hésiter à changer un petit peu ses habitudes et voir ce que ça donne Mmh. et finalement on trouve l'équilibre. Ouais. Mon expérience personnelle du truc, c'est que j'ai l'impression que pour les hommes, c'est plus facile de manger plus protéiné et de plus grosses quantités en moins de repas et que pour les femmes, de manière générale, c'est plus simple de faire 3 repas par jour, même s'ils sont plus rapprochés et qu'effectivement, il vaut mieux, quand même condenser le jeûne intermittent, c'est-à-dire, faire une fenêtre quand même de 8 à, 17 ou 18 heures quoi maximum et pas trop Mmh manger mh. trop proche du sommeil. Mais effectivement, de mon expérience personnelle, de toutes les personnes que je croise, la plupart, des femmes font 3 repas par jour et la plupart des hommes font des OMAD ou des tout. C'est mon Mmh. expérience, de ce que j'ai vu et en pl et aussi personnellement, mais j'espère qu'un jour on aura la science pour back up tout ça, mais je pense qu'effectivement il faut, un ratio graisse, protéines qui est, bien supérieur chez les femmes que chez les hommes. Là où nous, on peut, vraiment manger, je vais dire, si on peut faire du 60-40 de protéines, on est capable quoi. Ça me paraît pas très compliqué. On peut manger hyper protéiné. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas posé de problème. Mmh. Heu, faut quand même des graisses pour que les hormones se mettent en place. Mais je pense que vraiment le système hormonal chez les femmes demande énormément plus de graisse que chez les hommes et Exactement. donc voilà. Je te rejoins complètement. Donc c'est ma pensée aussi parce qu'on est cyclique. On a des énormes variations de nos hormones avec des pics à certains moments, dans nos cycles et je te rejoins complètement. Franchement, c'est très intéressant comme discussion parce que je suis persuadée aussi que les femmes doivent potentiellement manger un peu plus gras que les hommes. Ouais, pour tout ça, pour leurs hormones, et alors étaler et effectivement, je conseille aussi de garder une fenêtre de repos digestif. Ça me semble essentiel. Donc ce qu'il faut éviter, c'est vraiment d'aller grignoter à toute heure ou de se relever la nuit parce qu'on a faim et d'aller manger là en pleine nuit. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut Oui, pas qu'il faut pas faire et si ça arrive, c'est qu'il y a un gros problème. Il faut le trouver, mais il y a un gros souci. Mais donc ça, il faut clairement éviter. Il faut laisser un repos. Moi, j'essaie de laisser, oui, c'est ça, au moins 10 heures. Au moins 10 heures pour que le tube digestif puisse refaire ses sécrétions, puisse, voilà, se remettre en complètement apte à recevoir à nouveau du bol alimentaire. Mais j'ai aussi l'impression de mon expérience et de mes observations qu'une femme et il y a pas de problème chez une femme à manger plusieurs fois par jour, au contraire, parce que sinon elle risque de s'exposer à un déficit énergétique qui est pas du tout souhaitable et donc s'il faut manger 3 fois, on mange 3 fois. Moi, clairement, pour revenir sur mon exemple, parce que je sais par l'exemple, c'est quand même le mieux dans ce genre de situation, on n'a pas beaucoup de données. Mais si je reprends mon propre exemple, je n'ai aucun problème en mangeant 3 fois. Tu vois? Je me sens bien, je suis bien réglée comme ça, je parviens à faire ce que je veux, j'ai pas de problème de poids, j'ai et donc du coup, bah,
j'ai pas vraiment de besoin d'aller rechercher un 2 meal ou un one meal parce que tout roule bien comme ça, je m'y retrouve et excepté le fait que ça peut être très pratique de manger qu'une fois par jour parce qu'on cuisine moins et que moi ça Ah! me fait voilà, avec les 3 petits Oui, points qui suivent je l'ai dit, de je l'ai dit, tu cuisiner. peux le dire aussi. J'aime bien, hein, parfois, j'aime bien, mais en fait, j'aimais beaucoup surtout quand j'étais dans l'ancien paradigme, hein, où là, il me fallait cette recherche, un peu religieuse des associations et maintenant, je me retrouve à manger tout le temps la même chose et ça me plaît, ça me convient tout à fait. J'ai plus besoin d'aller rechercher, des choses complexes comme c'était le cas avant, mais donc voilà, donc oui, ça m'arrangerait bien d'être en mode aussi, mais je pense pas et je pense que je n'y arriverai pas, ce ne sera pas la finalité parce que, parce que je fonctionne très bien comme ça et que c'est ce qu'il me faut finalement et que dès que je mange un peu trop dans un ratio suffisant en graisse, donc si c'est vraiment, au moins du 1-1, dès que je mange un peu trop, moi, c'est la nausée directe. C'est vraiment, c'est coupé, nausée, gros dégoût. Ça, c'est un peu dommage, où je suis pas bien pendant parfois 3-4 heures, donc Oui, c'est j'arrive beaucoup. pas à passer ce cap-là, donc c'est pour ça que je scinde mes apports aussi en 3. Ça me convient vraiment parfaitement. Oui, j'espère qu'on aura de plus en plus de témoignages, de ces choses-là. Je pense que Loïse avec son projet actuel qui est, d'interviewer les gens vraiment sur ce qu'ils mangent, sur comment ils mangent, quelle est la fenêtre de jeûne et cetera. Je pense qu'on va peut-être commencer à avoir des petites données par-ci par-là, de voir que les témoignages des gens se recoupent. Je connais quelques femmes qui font des homades, mais c'est pas la majorité. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, non, ça m'étonne pas, ça me surprend pas. Même, physiologiquement, il y a du sens. Même si voilà, on est dans des approximations, dans de l'observation, mais il y a du sens, clairement donc et puis si ça ne pose aucun problème, voilà, tant qu'on respecte il est important de respecter une fenêtre de repos digestif, ça j'en suis convaincue, ça aussi ça tombe de sens. Mais voilà, par après que ça soit en 1, 2 ou 3 repas. Alors après, c'est clair que le homètre pour quelqu'un qui a beaucoup de poids à perdre, qui a une grosse résistance à l'insuline, bah et qui est bien adapté et qui est bien adapté au cétogène, ça peut être un très beau levier et je pense qu'Hydra nous en a bien fait la démonstration Tout dans à son fait. livre qui est vraiment très, très chouette. Heu, mais en dehors de ça, surtout chez une femme qui est normo-constituée, moi voilà, je le conseille pas vraiment. Donc dans certains cas, ça peut être vraiment des beaux leviers, plus chez les hommes, plus quand il y a du poids à perdre, de la résistance à l'insuline et qu'on est bien adapté, mais sinon je alors après, il y a tous les bienfaits du jeûne pour l'autophagie, pour, la régénérescence et cetera. Donc c'est pas dit que j'essaierai pas de pratiquer le jeûne, mais pas des jeûnes prolongés, ça c'est certain. Peut-être même un jeûne sec, pourquoi pas, de 24 heures, ça me tente bien de le tester. Mais pour le moment, je sens que je suis pas encore prête. J'ai encore du chemin à faire au niveau, du rétablissement de mon tube digestif et ce sera pour un peu plus tard. Mais je le testerai, je pense. Ouais, le jeûne, c'est particulier. Pareil, je de manière générale, j'ai l'impression que le jeûne, parle plus, aux hommes qu'aux femmes. Hem, Moi, personnellement, enfin, vu que je fais quasiment des OMAD et des TOMAD, j'ai une fenêtre de jeûne de 18 heures par jour, quasiment tout le temps. Alors 18 heures, c'est facile et de temps en temps, c'est 22, 23 et parfois je fais 48 et parfois je fais 72, mais ça, j'essaie Mmh. de pas très souvent non plus, hein. Si je fais ça 2 fois par mois, c'est le maximum, quoi. Heu oui, et en plus, c'est plus compliqué pour les femmes parce que, faut prendre en compte effectivement le cycle, surtout si on n'est pas en ménopause et cetera. Le fait de le faire pendant la première semaine de cycle a l'air d'être une meilleure idée que de le faire en fin de cycle. En tout cas, c'est les experts sur le jeûne, Jason Fung et Lee Oui, Pelt, c'est tout à fait. principalement eux que je référence et Mmh. effectivement, eux disent qu'il vaudrait mieux si vous voulez jeûner en tant que femme, il faut cadrer ça sur le cycle et faire en sorte de ne jeûner que pendant les 15 premiers jours parce que ça fonctionne mieux avec l'œstrogène que la progestérone. Je me suis pas trompé, oui. Mmh. C'est ça, non, c'est correct. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord, donc ça reste encore pour ma part des expériences à explorer. Après, il y a aussi un petit frein de mon côté, comme je viens de troubles alimentaires, la restriction est très difficile psychologiquement. C'est vraiment Oui,
c'est compliqué parce qu'on se flagelle en permanence. Enfin, là, je parle, avant d'être passée en cétogène, j'ai plus du tout ce problème maintenant évidemment, mais on se flagelle en permanence d'aller vers la nourriture et à côté de ça, on peut pas s'empêcher d'aller vers la nourriture. C'est très, très paradoxal comme mécanisme, c'est très complexe comme mécanisme, mental et donc il y a à la fois une envie de restriction de la personne qui souffre d'un TCA et un besoin quand même d'être rassuré avec de la nourriture, toujours avec soi et par des petits repas qui sont additionnés et donc l'envisager le jeûne, ça paraît, insurmontable, tu vois? Dans l'esprit de quelqu'un qui a souffert un peu de troubles alimentaires. Donc je me laisse aussi encore un peu de temps pour m'apaiser vis-à-vis de ça, mais dans une période de vacances où je serai bien disposée, bien reposée, j'essaierai, voilà, dans les mois à venir, j'essaierai quand même, et alors c'est vrai qu'il y a la question du jeûne hydrique ou du jeûne sec. Ça, en tous les cas, si on entame un jeûne sec, je suis quand même assez convaincue qu'il faut pas le faire longtemps parce qu'on peut souffrir d'effets clairement de la déshydratation pas souhaitable et peut-être pas en pleine canicule non plus, en plein été, Mmh. quand c'est plus compliqué à gérer, mais ce serait plus facile. Des pratiquants de jeûne sec, ce serait plus simple à mettre en place qu'un jeûne hydrique, contrairement à ce qu'on laisse croire. Parce que le C'est fait de pas ne mon jamais expérience. jamais mettre en route le système digestif avec un apport de liquide fait que, a priori, la sensation de faim serait moins ressentie. Je l'ai jamais testé, donc là, c'est vraiment je répète ce que j'ai entendu comme un perroquet. Mais voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer les 2, un jeûne hydrique de 24-48 heures, un jeûne sec de 24 heures, et puis stop, enfin, voilà, on verra. Je me ferai un peu mes idées, mais on verra. Alors moi, mon expérience personnelle, c'est je n'ai fait qu'un seul jeûne sec et ça s'est très mal passé puisque après je suis Mmh. retourné sur des glucides pendant une semaine, donc c'était une catastrophe. Ah oui. Mon corps a alors c'est ce qu'ils appellent le overfast en anglais, donc j'ai trop jeûné en gros et c'était suite à un jeûne de 24 heures de jeûne sec et je pense que ça me va pas du tout. Pour être totalement honnête avec tout le monde qui m'écoute, la plupart du temps, lorsque je fais des jeûnes, hydriques, je ne fais pas tout à fait des jeûnes hydriques, je fais des jeûnes au café. Alors ça dépend des fois. Des fois, je fais des jeûnes hydriques, mais la plupart du temps, je fais entre guillemets «le mode facile» du jeûne. C'est-à-dire que, je prends des cafés et les cafés, ils coupent totalement l'appétit. D'ailleurs, bon, même Mindy Pelz, elle en parle aussi de faire des jeûnes au thé et au café, c'est pas trop un problème si ça ne monte pas votre glycémie. Mmh mh. Voilà, moi, c'est pas le cas. Je sens bien que je suis en jeûne, même quand je prends des cafés. Et c'est un mode facile parce que clairement, ça bloque totalement les signaux de faim. Donc, comme ça, au moins, vous avez même pas ça. Après, c'est que le mental qui joue et enfin, moi, j'ai suffisamment fort mental pour pouvoir, passer au-delà des petits blocages mentaux qui me disent: «Oh, tu irais bien manger là». Bon, non. Mais, voilà, pour être totalement honnête, je fais pas des jeûnes hydriques tout le temps, je fais pas des jeûnes secs non plus. Heu et j'ai, le mode triche du jeûne, mais qui fonctionne très bien pour moi personnellement et donc j'invite les gens qui n'ont pas l'habitude de faire des jeûnes, justement, je les invite à commencer par faire le mode facile, c'est-à-dire faites un jeûne avec du café et voire même il y a un mode encore plus facile, c'est faire des jeûnes avec un café gras, un café Oui. avec du beurre dedans ou du ghee et alors là, normalement, vous n'avez pas faim. Normalement, c'est tout bloqué, tout va très bien. Alors évidemment, si vous n'êtes pas encore céto-adapté, peut-être pas, parce que l'appel des glucides, c'est quand même très compliqué. Mais une fois que vous êtes céto-adapté et que vous voulez tenter un jeûne, le mode très facile, c'est de faire avec café gras et un peu plus dur café normal et un peu plus dur eau et encore un peu plus dur sec. Moi personnellement, le jeûne sec, c'est trop violent pour moi, mais voilà. Mmh mh, mmh. Oui, c'est bien d'avoir ton retour d'expérience du coup et oui, le jeûne gras, ça peut être un premier moyen de mettre un pied dedans effectivement, hein. Je pense qu'on n'est pas sur, tous les bienfaits attendus du jeûne hydrique, ou du jeûne sec en théorie, mais Non. ça peut être un moyen de l'appréhender plus facilement et c'est vrai que là, du coup, ça me parle parce que je me dis que je devrais commencer comme ça, tout simplement. Essayer d'abord avec une journée grasse et puis mais par contre, moi, je couplerai pas au café parce que chez moi, la glycémie se majore. J'ai testé, j'ai un appareil, hein, de mesure de corps cétonique et de glycémie pour un intérêt très scientifique, en fait, Oui. voilà, voir un peu
après l'ingestion de différents aliments, le matin, le soir, après un effort. J'étais curieuse de voir un peu mes taux et hem et effectivement, moi, la glycémie se majore avec l'apport de café. C'est ça que j'essaie aussi d'aller vers du déca. Attention, j'aime bien, j'aime bien le café quand même. Je sais me limiter comme on en parlait en début d'interview, je sais me limiter aussi. Je pars pas dans des je pars pas sur du 5 cafés par jour, j'en bois un ou 2. Et en théorie, mon rythme de croisière, c'est un café normal après mon repas du matin. Parce que là aussi, c'est mieux en termes d'effet, on va dire, d'effet hormonal de le prendre après le repas. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Donc un café normal après mon ingestion de repas du matin et puis un déca dans la matinée un peu plus tard si j'ai encore envie. Et j'essaye de mais j'essaierai de partir sur un jeûne gras, mais ouais, du déca. Voilà, avec que du déca. Après il faudrait que je me coupe un petit peu de la caféine avant de le faire, sinon je risque d'avoir un peu de maux de tête et d'effets de sevrage en caféine, même si un café par jour, C'est c'est pas ça. des quantités énormes, mais je risque de le ressentir un peu. D'ailleurs, je voilà, j'ai pas envie, j'ai ça me fait toujours un peu peur de relancer une migraine ou quoi que ce soit, même si c'était pas lié à la consommation de caféine, mes migraines, hein, c'était pas du tout lié aux interruptions. Mais oui, j'essaierai bien de tenter le jeûne gras sans caféine ou avec très peu de caféine, avec du déca. Pour commencer, je pense que ça peut être une bonne option et voilà, pareil pour les gens qui nous écoutent, qui veulent essayer. Je pense qu'une et être bien adapté. Moi, c'est quand même la deuxième condition. Je trouve Oui, il faut avoir une bonne adaptation et le jeûne intermittent chez des personnes qui sont en paradigme glucidique, oui. Après, les jeûnes plus prolongés chez les gens qui consomment des glucides, je suis pas favorable, hein, clairement. Enfin, j'ai quand même toujours un peu peur qu'ils aillent vite dans leurs protéines, donc je suis pas et ça, c'est quand même pas l'effet souhaitable, donc. donc ce que tu es en train de me dire et en plus ça m'intéresse de fou là ce que tu ce que tu racontes. Ce que tu es en train de me dire, c'est que si les gens sont vraiment céto-adaptés, normalement lorsqu'ils jeûnent, ils ne perdent pas de muscle. C'est ça que tu es en train de dire? Ah ben, en théorie, oui. Oui, en théorie, oui, ils vont aller quand même plus facilement chercher dans leur réserve de graisse, plus que dans leur réserve de protéines. Ouais, ouais, moi, c'est vu que le mécanisme de cétogénèse est bien installé, déjà bien initié et que le corps fonctionne sous ce mode de fonctionnement-là, oui, pour moi, clairement, oui, ils vont aller moins taper dans leurs protéines corporelles. Ouais, ouais, ça, j'en suis assez convaincue, ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète au niveau physiologique et au niveau métabolique, ouais. Ouais, ouais. Ouais, moi, c'est mon point de vue. J'essaye de défendre ça parce qu'on n'a pas beaucoup de littérature là-dessus et je pense que ce serait Mmh mh. super intéressant d'avoir ça. Parce Non, oui, c'est clair. qu'effectivement, mon expérience personnelle, c'est qu'effectivement, quand je jeûne, là où la plupart des gens, qui font des régimes hypocaloriques, eux, perdent du muscle en même temps que du gras, ce qui est un petit peu gênant. Moi, lorsque je fais des jeûnes de 48 heures, je ne perds pas de muscle. Je ne perds que Mmh du mh. gras, quasiment. Mmh mh, mmh Et mh. je pense que c'est vraiment lié à ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est céto-adapté, le jeûne ne va plus piocher dans les protéines, parce qu'il a plus besoin de faire monter le glucose à l'intérieur du corps et en fait, du coup, bah, il gère avec, le gras et c'est vraiment incroyable, quoi. Parce que ça, tous les gens qui sont dans, la religion sportive te diront que lorsqu'ils font, une phase de sèche, ils perdent du muscle avec le gras et Mmh ça, mh. c'est quand même triste. Mmh mh. Et ça, je suis assez convaincue du contraire, mais à nouveau, c'est vrai qu'il faudrait de la documentation bien fournie là-dessus qu'on n'a Oui, pas, donc ça reste un petit peu des conclusions observationnelles, mais bon, qui ont quand même anecdotique. leur valeur, qui ont Oui. leur valeur. Et pareil, je l'ai vécu sur moi aussi, donc il y a quelques mois, on est allés, plus d'une semaine en montagne à un rythme très, très soutenu avec des sorties d'alpinisme, de 48 heures, puis on enchaînait le lendemain encore avec à chaque fois des nuits en refuge où là, beh, nous, on n'a pas grand-chose à manger parce qu'il y a que des œufs et il y a vraiment pas grand-chose. Et donc j'ai été en restriction énergétique, on va dire, sur ces périodes relativement prolongées de 7 à 10 jours et j'ai bien vu que c'est ma couenne qui a fondu, mais au niveau de ma masse musculaire, bon, j'ai pas pu le mesurer avec précision, hein, évidemment, Non, non, mais mais j'ai bien vu que c'est mes petites réserves de graisse que j'avais accumulées à certains endroits qui a complètement fondu et j'ai fait une espèce de sèche, mais en fait qui a donné un résultat vraiment formidable que toutes les personnes qui font une sèche auraient souhaité parce que bien le sûr. muscle que s'est dessiné est resté et c'est la couche de graisse physiologique, donc les petits panicules adipeux qu'on a au niveau sous-cutané et au niveau
un peu autour du ventre, mais sans que ça soit une graisse viscérale, qui a fondu, qui est partie et pas du tout mes muscles, ça vraiment pas. Donc, d'ailleurs, j'ai pas perdu beaucoup sur la balance quand je suis rentrée. Donc ça aussi, ça montre que j'ai pas été, on perd plus vite, sur la balance quand on perd son muscle que quand on perd sa masse grasse. Tout à Donc fait. ça aussi, je fais peut-être des liens qui ne doivent pas être faits ici, hein, c'est une observation, mais ça vient quand même un peu corroborer, ça vient un peu, apporter on va dire, de l'eau au moulin des hypothèses qu'on est en train d'émettre et qu'on constate de plus en plus dans la communauté effectivement, ouais. D'ailleurs, Jean-Christophe, me dit que alors lui carrément, il fait même plus de sport, 1 fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, enfin un truc pas très régimenté et pas très voilà, mais il continue à gagner 1 kilo de masse musculaire par an Mmh mh. avec son régime carnivore. Donc c'est de la folie, quoi. On est en régime carnivore et on continue à gagner du muscle sans rien faire finalement, parce que Mmh mh. le corps, il a tellement de protéines qu'il se dit: «Bon, bah, on va les mettre là». Mmh mh. Ouais, ouais. Quand même exceptionnel. Ouais, mon corps s'est régénéré, c'est complètement refait. Ici, je suis un peu embêtée parce que j'ai une série de chemises que je mettais quand il y a 2 ans et en fait, je les éclate au niveau des boutons. Pas parce que j'ai pas pris de poitrine, c'est pas mes seins. Mes seins, ils sont petits, ils sont restés petits, ça ils ont pas bougé, mais c'est vraiment ma carrure. Bon après je Les pratique, épaules. je fais quand même pas mal de sport, mais j'ai pris des épaules et j'ai dû virer beaucoup de vêtements parce qu'en fait les boutons sont sous tension et même je ne sais même plus les boutonner pour certaines en quelques mois, quoi. En quelques mois, donc c'est vraiment et les gens au CrossFit me disent aussi: «Oh purée, tu as pris, c'est dingue, maintenant tu sais faire des tractions», ouais, ouais, oui, bah, oui. C'est je pense que la bouffe, ça m'aide beaucoup, mais il y a pas que l'entraînement, mais voilà, ça c'est encore un Bah, message qui passe pas, hein, surtout dans le milieu du sport explosif, de la muscu, enfin toi tu dois le vivre aussi, ça reste encore un peu compliqué quand même, hein. les gens entendent parce qu'ils me voient, déjà. Mmh mh. Les gens entendent parce qu'ils me voient. Par contre, effectivement, j'ai certains amis, de la salle qui sont extrêmement musclés avec un truc classique de, poulet brocoli et eux, ils m'écoutent pas Mmh parce qu'ils me disent: «Ouais, non mais regarde-toi, tu pas aussi musclé que moi, qu'est-ce que tu vas venir me donner des conseils?» Et puis moi, j'ai des gens qui ont mangé du mouton et qui sont morts, donc je me suis dit: «Bon, OK». Heu, mais pour les personnes qui parce que j'en ai beaucoup qui, sont à, mon niveau ou un peu moins ou à peu près équivalent ou machin, même si je suis tiens, bah, d'ailleurs, pour être totalement honnête, je ne suis clairement pas le plus fort de la salle, de très, très loin. Je trouve même que je suis au niveau force pure, je suis même, plutôt dans la catégorie faible des hommes de la salle. C'est ce qui est assez, paradoxal. Mais, au niveau, esthétique, je bats la plupart des gens. Donc, Mmh. et c'est assez intéressant comme concept de me dire que j'ai pas tant pris en force que ça. Par contre, heu par contre, au niveau esthétique, je suis clairement dans le top, 10 des gens de la salle, donc ça va et donc effectivement, les gens qui m'ont vu évoluer pendant ces 9 derniers mois, ils voient bien que, au niveau esthétique, ça a changé beaucoup. D'ailleurs, la plupart des gens stagnent beaucoup, même au niveau force, hein. C'est très stabilisé parce que ça fait très longtemps qu'ils font du sport, donc évidemment, c'est compliqué d'évoluer aussi. Donc les gens sont plutôt réceptifs, aux messages que je peux apporter parce que j'ai les résultats et ils le voient, quoi. C'est ça aussi, c'est l'avantage c'est l'avantage des gens qu'on voit très souvent, c'est qu'ils voient, qu'il y a des évolutions qui sont entre guillemets «pas normales», et je me souviens de la première semaine où j'ai fait un priming, où j'ai pas réussi à tenir plus de 8 jours parce que j'avais trop mangé et c'était insupportable. Mais, au bout de cette semaine-là, je me souviens que j'avais mesuré, mon tour de cou et j'avais pris 1 centimètre de tour de cou et j'avais un ami qui galérait à prendre en masse, qui m'a dit: «Non mais ça n'existe pas. Tu ne peux pas prendre 1 centimètre de tour de cou en une semaine, ça n'est pas possible». Et Mmh. c'était assez flagrant et donc c'est lui que j'ai potentiellement convaincu de vraiment augmenter beaucoup, sa viande parce qu'il voulait prendre en masse et je lui ai dit: «Bah, vas-y, va à fond, fais vraiment, 2 kilogrammes de viande par jour et tu vas voir, là, tu vas prendre, il y a pas de souci». Mmh mh, mmh. Non, non et oui, moi aussi pour ma part, au CrossFit, quand je me compare aux autres filles, il y a des filles qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi et je soulève maintenant plus qu'elles et pourtant je partais de pas grand-chose, hein, avec mes petits 50 kilogrammes là, mon mètre 72 et demi, là, 73.
Bah, oui, j'étais plus très forte à ce moment-là. J'ai fait de la musculation avant. C'est vrai que j'ai fait de la musculation il y a une dizaine d'années. J'allais encore un petit peu à la salle de muscu, même quand j'étais moins bien, quand j'étais toute fine et sous glucides. Mais ici, l'amélioration, elle est linéaire. Depuis que j'ai commencé le CrossFit, elle est vraiment linéaire. Et encore à mon dernier entraînement, il y a une fille qui me disait: «Oh, tu es capable de faire des tractions?» C'est l'escalade, comme tu fais un peu d'escalade, et en fait, dans ma tête, j'avais envie de dire: «Non, parce que l'escalade, j'y vais quand même pas assez souvent pour que ce soit ça». Je pense que je lui ai pas dit, mais je pense que c'est vraiment l'alimentation. Mais oui, donc je vois quand même la différence, et je vois que ça tombe, enfin, je pense que mon coach, le propriétaire de la box de CrossFit où je vais, le remarque, parce qu'il sait que je suis en cétogène, et au début, il était très sec, et là, je vois que et il y a pas longtemps, il est venu me dire: «Tiens, il y a une telle fille, une telle adhérente, elle a rencontré une nutritionniste qui lui a parlé du cétogène. Je lui ai dit que toi, tu étais en cétogène», et il a pas dit plus, mais j'ai trouvé ça quand même très positif, parce que ça veut dire qu'il a reconnu qu'en fait, ça pouvait pas être Bien, ouais. tellement incompatible avec la performance que ce qu'il pense, et que ça bousille pas le cerveau. Parce que c'est l'argument qu'il m'avait dit au début. Je lui ai dit: «Mais attends, ça fait 1 an, tout va bien, que tout roule, hein, je suis pas bebeu, je te réponds, je fonctionne bien, je suis médecin, il y a pas de problème, hein». Mais bon, voilà, je pense que si on peut faire changer aussi les mentalités autour de nous et dans le milieu sportif, ce serait bien. Parce que c'est vrai que là, il y a encore du boulot, encore du boulot. Moi, à la base, j'ai passé 31 ans à faire rien du tout en sport. Zéro. Mmh mh. C'est-à-dire que Mmh mh. je pense que c'est aussi ça qui est dû au fait que je porte pas énormément et j'ai pas énormément de force. C'est-à-dire que j'ai pas passé mon adolescence et ma vingtaine parce qu'aujourd'hui j'ai 33 ans, j'ai pas passé ma vingtaine à faire du sport. Donc j'ai pas passé ma vingtaine à construire du muscle, et donc en fait, je ne me mets à construire du muscle qu'à partir de 31 ans. Donc effectivement, les gens ont vu une évolution assez violente de ma carrure parce que, j'avais rien, quoi. D'ailleurs, je ne pouvais pas faire une traction, non plus. Mmh mh. Mmh mh, mmh mh. J'ai commencé en faisant 0 traction. Aujourd'hui, je peux en faire, 6-7, donc ça va, tout va bien. Mais ouais, c'est une sacrée évolution, hein, et c'est Mmh mh. clairement, et donc là où je voulais en revenir, c'était moi, mon opinion de la chose. Alors en plus, avec l'exemple de Jean-Christophe qui lui, prend 1 kilo de muscle par an en quasiment sans rien faire, on est sur, même je trouve que c'est trop faible, ce serait 80-20, c'est-à-dire que c'est 80 de l'alimentation et 20 de l'entraînement, quoi. Mmh Je mh. pense que c'est au moins ça, et même si je dirais même que c'est 90 l'alimentation. Mmh mh, mmh mh. Et si en plus tu luttes efficacement contre la sédentarité, que tu prends la peine de, comme tu me l'as montré Oui. tout à l'heure, une très bonne routine, ceci dit. Faire voilà des petits mouvements, et ça, c'est super important de le faire très régulièrement. Moi, quand je vais chercher un patient, entre 2, donc je dis au revoir au précédent, je vais chercher le nouveau, je me lève évidemment, parce que j'accompagne toujours à la porte, et j'en profite pour faire quelques petits air squats, 4-5, pour faire un peu de mouvement, pour aller un peu m'étirer, et j'essaie vraiment de garder cette routine-là. J'essaie d'aller marcher le plus possible aussi. L'été, j'adore avant d'aller travailler. Bon là, l'hiver, c'est vrai qu'il y a pas de soleil quand je pars, donc bon, voilà. Mais l'été, j'y vais plus volontiers, parce qu'en plus de ça, je prends un bon bain de soleil, la bonne lumière du matin, et ça me fait l'effet d'un café, en fait, aussi, hein, donc c'est synergique avec mon petit café du matin. Mais si en Ouais. plus de ça, on lutte efficacement contre la sédentarité, je suis persuadée qu'on peut être très fort, on peut avoir des corps, en plus esthétiquement, appréciés, en s'entraînant pas énormément. Ça, j'en suis assez convaincue, hein. Franchement, j'ai quelques exemples comme ça de personnes cétogènes, qui ont drastiquement réduit leur temps à la salle, leur temps de muscu, et qui gardent, une harmonie vraiment, une santé au niveau, je veux dire plus mécanique, musculo-tendineux et articulaire, et en faisant pas forcément, on parle aussi beaucoup des exercices à poids de corps. C'est vrai qu'il y a moyen de travailler à poids de corps, très efficacement, et même dans la pratique du CrossFit, j'essaie quand même d'aller retrouver des mouvements que j'appelle un peu fondamentaux, qui sont des mouvements qui se rapprochent de ce que, l'homo sapiens, doit faire en réalité dans son existence, c'est-à-dire marcher, courir un peu, mais courir à faible intensité. Ça, j'en suis assez, persuadée aussi. Par exemple, je fais jamais de fractionné dans mes entraînements de course à pied. Tous mes entraînements, c'est les mêmes, en fait. Moi, je sors, je prends l'air, je veille à être en confort respiratoire, donc en endurance fondamentale,
et après l'explosivité, je vais la chercher plus dans les mouvements de muscu et de crossfit, mais où on a un chouette entraîneur qui nous fait faire beaucoup de poids de corps aussi. Beaucoup d'exercices, axés sur, enfin polyarticulaires, à poids de corps, et en fait, ça travaille super bien, hein, c'est fondamental. On n'est pas obligé d'aller soulever 60 kilogrammes, 70 kilogrammes, 70 en squat pour aller vraiment travailler, efficacement. Il y a moyen de faire ça simplement, même chez soi, et bouger régulièrement, lutter contre la sédentarité avec une alimentation, une nutrition correcte, c'est déjà la clé, je trouve, franchement. Et moi, même, je suis même en train de là, en ce moment, je teste. Alors là, totalement, petit test personnel, mais on fait tous ça de toute façon, hein, dans notre communauté, on fait tous des tests personnels parce qu'on n'a pas trop le Oui, choix. Heu, bien sûr. mon petit test personnel du moment, c'est vraiment même je baisse les poids et je préfère faire plus de répétitions par set que, Mmh. de monter les poids énormément et de risquer de me blesser en plus, parce que du coup, Oui, c'est ça qui arrive la plupart du temps quand on augmente trop les poids, c'est que, bah, on se fait des blessures et on pousse trop loin. Alors qu'avec des poids faibles, si on fait entre 15, 20, 25 répétitions, déjà on va être très proche de l'échec, donc ça va vraiment, hem, je trouve pas le mot. c'est bénéfique, oui, 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 donc c'est s'approcher de l'échec musculaire, effectivement, c'est Voilà. l'idéal, hein, sur, pas un nombre évidemment trop important de répétitions, mais effectivement une dizaine de répétitions, je trouve ça idéal. Perso, au CrossFit, quand on cherche sa RM, tu vois, sa rep max, son poids Oui, maximum, de charge, le 1 rep. je ne vais jamais jusqu'au maximum parce que j'ai trop peur de me blesser aussi. Je Oh trouve oui, ça, ou bien alors tu es hyper encadré, tu as quelqu'un qui peut vraiment t'aider à récupérer ta barre, mais tu sais, on te dit: «Tu la jettes, tu fais ceci, tu fais cela», mais en vrai, un accident est très, très vite arrivé. Donc moi, je l'approxime toujours sur base de 90 de mon effort maximum, on va dire, quand je sens que j'approche l'échec à une répétition et que je veux pas tester la limite absolue parce que j'ai pas envie de me retrouver en difficulté et que je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Donc ça j'aime pas les gens qui, et c'est là où certains pratiquants, assez, dans leur, on va dire convaincus par leur approche vont dire: «Oui, mais justement pour faire, une RN, il me faut un gros shot de glucides», mais finalement quelle est la finalité de ça? Excepté dans un milieu de compétition, d'accord, bien sûr. de culturisme, d'haltérophilie de compétition, bon. Si c'est vraiment la grosse passion de la personne, que c'est son objectif de vie, que d'accord, mais quel est l'intérêt en termes de santé, en termes d'entretien de son corps et même d'esthétisme, de vouloir chercher à soulever la charge la plus lourde absolument, par tous les moyens, alors qu'en réalité, non, c'est pas ça qui va nous faire du bien, au contraire, on risque de se blesser. Autant aller, comme tu le dis, essayer d'avoir l'échec sur une série de répétitions, s'arrêter quand on sent que ça devient too much et rester raisonnable, et en plus de ça, en ayant une nutrition qui est beaucoup plus physiologique, beaucoup plus respectueuse, et donc oui, il y a encore des choses à déconstruire, je trouve, dans le milieu de la musculation, mais bon, ça reste à travailler évidemment. Après, en tant qu'homme, moi, je sais bien que c'est une histoire d'ego, c'est une histoire de Oui, boost, mental. Ah, mais c'est non, mais c'est clairement ça, c'est clairement, je peux porter ça, c'est incroyable, oui, ça oui. donne un boost, voilà. C'est plus une histoire de confiance en soi qu'une histoire de, muscularité, qu'une histoire de santé, en fait. C'est pas du tout une Mmh histoire mh. de santé physique ou, physiologique ou, quoi que ce soit. C'est vraiment une histoire de santé mentale. Après, et je pense que c'est là où, c'est un chemin d'humilité, c'est-à-dire que moi, ça y est, je suis arrivé au moment où j'en ai plus rien à foutre de mon 1 rep max et je préfère, me concentrer sur, l'esthétique de mon corps et sur, la force que je peux déployer, sur plusieurs répétitions et je te dire, moi, c'est même pas 10 reps, c'est entre 15 et 25, donc c'est vraiment beaucoup de répétitions, Mmh mh. Mmh mh. et je préfère faire ça, déjà parce que c'est moins dangereux et en plus parce que, bah, ça permet d'être plus proche de l'échec et donc potentiellement de construire plus de muscles puisque plus ton muscle est proche de l'échec et plus ton corps va se dire: «Ah, il faut que j'augmente, la taille du muscle à cet endroit-là et la force du muscle à cet endroit-là». Mmh Voilà. mh. Mmh mh, mmh mh. Oui, oui, tout à fait, et alors un truc qui me fait souvent sourire dans les salles de muscu, pour les avoir fréquentées quelques fois, c'est les mecs disproportionnés. Ça arrive souvent quand même, hein, qui sont super développés du haut du corps et qui ont des toutes petites jambes, et on se dit: «Beh, faites un peu du polyarticulaire les gars, faut pas juste, Et ça c'est dommage parce que c'est en fait, ça impose des contraintes, au niveau biomécanique. Enfin, c'est pas physiologique, quoi. C'est pas très sain, c'est pas terrible,
Ah oui, on sait Ouais, pourquoi c'est ils le ça. font parce que, hélas, et là on part, sur les relations intersexuelles, mais clairement, c'est parce que c'est, la partie esthétiquement la plus, attirante pour, la jante féminine, hein, faut le dire Mmh aussi. mh. C'est pour ça que la plupart Mmh des hommes font énormément les bras et pas énormément les jambes, hein, parce qu'on sait que mh. c'est le Mmh. haut du corps qui prime sur le reste et c'est un problème effectivement et physiologiquement, c'est pas terrible. Il vaut mieux avoir des bonnes jambes et avoir le corps, bien constitué en entier, quoi. Mmh mh, mmh mh. Ouais, tout à fait. Tellement de choses C'est à dire. tellement enrichissant et puis on en apprend tous les jours, j'ai aucun souci à il faut pas même avec entre guillemets mon ce qu'on appelle «l'autorité médicale», mais j'ai une humilité de reconnaître que j'en sais pas parfois pas beaucoup plus que certains pratiquants, il faut se faire son chemin, il faut se faire ses expériences, il faut continuer à lire parce qu'il y a encore plein d'auteurs que j'ai pas lus ou pas complètement, on va dire, pour lesquels je dois continuer. On en apprend tout le temps. Il faut savoir remettre ses connaissances en question, mais le fait d'échanger comme ça, c'est toujours très, très riche parce qu'on a les points de vue de différentes personnes qui ont parfois testé d'autres choses, eu d'autres approches, qui sont des hommes, des femmes et donc oui, ça permet d'avoir une vision plus globale que sa propre situation, sa propre expérience et c'est très, très enrichissant. C'est hyper enrichissant. Ouais. Et puis c'est comme ça en fait, et ça c'est là, on est vraiment sur un sujet de société, mais Heu, c'est comme ça qu'on diffuse la connaissance et même c'est comme ça qu'on trouve la connaissance. C'est-à-dire que c'est en remettant en question, en se disant: «Bon, bah, cette personne, elle a pas le même point de vue que moi tout à fait sur ce truc-là, parce qu'elle a une circonstance particulière qui n'est pas tout à fait la même» et donc à partir de ça, on peut essayer de trouver une conclusion qui n'est pas tout à fait ni la conclusion de l'un, ni la conclusion de l'autre, mais qui est un chemin entre les 2. Et donc on va chercher dans cette voie-là et c'est vraiment l'échange qui fait qu'on peut arriver à des conclusions et arriver même à des expériences scientifiques qui font qu'on accumule la connaissance et qu'on va, finalement avoir, les meilleurs guidelines pour la plupart de l'humanité, en fait. Et pas Mmh mh. juste une personne qui a testé un truc dans son coin ou des voilà. Mmh mh. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis c'est comme ça, je l'espère qu'à l'avenir, on arrivera sur de la recherche. Bien sûr, J'aurais bien été chercheuse dans un autre, moi aussi. dans un autre monde, mais là, je suis plus partie sur de la clinique maintenant, mais voilà, la recherche, j'aurais adoré ça, j'aurais adoré pouvoir explorer ça. Peut-être que ça se fera, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ce serait un immense plaisir pour moi de contribuer de manière plus, on va dire, encore plus Scientifique. approuvée, plus scientifique, parce que là, si on vient sur des études qui sont avec des protocoles stricts, randomisés, contrôlés et cetera, on a beaucoup plus d'impact évidemment que sur de l'observationnel, mais ce serait un rêve et ce que j'aimerais bien pouvoir faire, mais là, je dois vraiment réfléchir sur la manière dont ça va se faire parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça n'y paraît, mais c'est Oui, récolter, dès que je vais démarrer une pratique métabolique, quelques données biométriques, des données oui, biologiques, c'est bien. micronutritionnelles sur mes patients et tenir des carnets d'évolution, de chiffres, ça, ce serait top évidemment. Maintenant, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'a l'air parce que normalement, beh, toute récolte de données médicales doit être soumise à un comité d'éthique. Enfin, ça doit passer devant un jury, il doit y avoir la rédaction d'un consentement pour le patient. Donc en pratique, c'est pas aussi simple que ça. Mais ce serait génial si je pouvais parvenir à le faire. Ce serait génial. Donc ça, j'y réfléchis un peu pour savoir comment je pourrais, parvenir à sortir des données avec ce que j'observe en tant que médecin, en restant évidemment dans un cadre légal et en me protégeant vis-à-vis des implications, légales que cela pourrait amener. Mais ce serait génial et même un jour retourner en laboratoire, enfin entre guillemets quand je dis laboratoire, mais retourner en recherche clinique, ce serait génial. Enfin moi ça me plairait beaucoup, mais ça, c'est vrai Ah que moi c'est j'ai souvent un milieu d'université et oui, c'est mais compliqué encore. mais j'espère qu'à très long terme, alors là, on parle vraiment sur, plusieurs dizaines d'années, voire 15 ans. En fait, j'espère que dans 15 ans, on continuera de faire ce qu'on fait et que grâce à ça, on pourra récolter suffisamment de donations ou de choses pour pouvoir vraiment faire les expériences scientifiques nous-mêmes, pour pouvoir, faire des expériences randomisées et même comme tu l'as dit, récolter des données sur les patients, ce serait génial de pouvoir dire: «Bon, bah, voilà, on vous met en régime cétogène», ce serait hyper intéressant de et puis si on a leur signature écrite, enfin, ce que tu disais, il y a une histoire d'éthique et au niveau de la légalité et cetera, mais si on a la signature écrite de la personne,
qui nous autorise à utiliser ces données de manière, anonyme évidemment, parce qu'on va pas citer les on évidemment, on va pas, lancer les données des gens comme ça au hasard sur internet pour que Oui, les tout gens à les fait, regardent. bien sûr, Mais bien sûr. voilà, ce serait pour faire des études et pour pouvoir, tirer des conclusions qui seraient, bénéfiques pour la plupart de l'humanité et ce serait quand même sympathique. Après, il y a aussi un énorme problème là derrière, qui est le problème économique, qui a déjà Oui, été bien sûr, soulevé, à maintes reprises. C'est le fait que malheureusement, on arrive avec des options qui coûtent rien, bien enfin, sûr. Qui qui ne rapporte rien. rapportent rien, qui rapportent rien. Le terme est mauvais, qui rapportent rien à l'industrie et donc c'est vrai qu'on part, avec une balle dans le pied déjà donc Bien sûr. mais en tout cas, personnellement, j'essaierai d'œuvrer, de la manière qui a le plus d'impact possible, on va dire et je ferai ce que je peux à mon niveau pour diffuser tout ça, pour essayer que ça prenne. J'ai déjà été ravie d'apprendre, comme on le disait en tout début, je sais plus si on l'a dit dans l'interview ou en off, mais que, il y avait une personne qui m'a contactée et qui m'a donné le nom de 2 praticiens, 2 acteurs de la santé, un médecin et un non-médecin, mais qui est quand même dans le domaine de la santé, qui prône le cétogène, mais qui en fait se restreignent, évitent d'en parler. On n'en parle que, quand ils sont vraiment à l'aise avec un patient. Oui. Beh, ce serait bien qu'ils puissent être plus soutenus, qu'ils puissent, de manière plus libre, affirmer leur position et je pense que du coup, il faut des personnes, voilà, un peu comme moi, comme Boris Dufournet, qui osent, faire le pas en avant, être un peu un porte-parole, être un j'aime pas ce mot, un pionnier, je vais pas me considérer comme une pionnière, c'est pas ça, mais qui ose passer devant, peut-être se prendre un petit peu les conséquences négatives par moment, mais que ça ouvre la voie, en fait et que ça leur permette à eux de s'exprimer aussi, un peu dans l'ombre d'une personne qui a déjà fait le chemin. Donc elles sont un peu plus protégées, mais au moins ça légitime le discours et ça permet de le faire accepter plus facilement aux yeux du grand public et d'autres collègues, d'autres confrères, quoi. Merci d'être venue Laura. Mais merci à toi, c'était fort intéressant. C'était fort, fort Je te intéressant. On a remercie. balayé des sujets vraiment, variés et puis c'était sympa de discuter aussi un peu de l'approche plus sportive. Jusque maintenant, je l'avais pas encore trop fait, donc ça a été un plaisir d'échanger, de telles réflexions avec toi et en tout cas, bah, ce sera pas la dernière, je pense, hein. Non, On a bah, encore de on se revoit nombreux le sujets. refaire. Oui, on a Voilà. encore de nombreux sujets à aborder, donc à l'avenir, bah, il y a de quoi poursuivre. On rappelle que, les gens peuvent te trouver donc sur ta chaîne YouTube ou les gens peuvent te trouver ailleurs? Oui, pour le moment, c'est surtout sur ma chaîne YouTube. Alors après, à l'avenir, il y aura un site internet plus pour le côté professionnel évidemment, où là, toutes les infos seront répertoriées concernant l'activité professionnelle. Mais pour le moment, c'est vrai que je reste dans une activité qui est limitée à l'hospitalier et qui est limitée à la rhumatologie. Mais dès que en fait, j'attends d'avoir le diplôme de micronutritionniste, bien qu'en tant que tel, j'en ai pas tellement besoin, mais c'est plus ce qui me permet d'apporter aussi une légitimité, on va dire et une aisance, enfin, une facilité à m'installer sous cette, appellation-là, sous ce titre-là. Donc heu, donc ça permettra peut-être un petit peu d'apaiser des collègues ou des choses comme ça qui verraient pas d'un bon œil la pratique qui est plébiscitée dans le cadre de mes consultations. Mais donc voilà, j'attends d'avoir ce titre-là, donc ça c'est normalement c'est en juin et moi je m'étais laissé à partir du mois d'août, je m'étais laissé environ 1 an pour monter tout ça. Donc d'ici 1 an, j'aurai mes consultations, métaboliques et intégratives en privé. Donc là, les gens pourront me retrouver via un site internet qui donnera aussi de l'information générale comme, voilà, comme je le fais sur YouTube. Mais le canal principal, pardon, c'est YouTube quand même, hein, pour le moment, c'est YouTube. On mettra évidemment le lien en description. Merci, À la merci prochaine. beaucoup. Mmh. Allez, à bientôt et c'était un plaisir en tout cas.